parfait. Bon, eh bien, bonjour à vous. Merci d'être venus pour assister à cette conférence sur la relation de couple. Donc là, je me suis dit, tiens, on est en juillet, on va faire quelque chose d'un peu ludique et en même temps de pragmatique et de concret, qui est le thème du jour, c'est que vous puissiez découvrir des exercices pour faire avancer votre couple ou votre relation, si vous êtes en relation amoureuse ou en relation même d'amitié. Ça peut être intéressant aussi, si vous êtes amis, ça peut être aussi intéressant de découvrir des exercices pour différentes raisons. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser des exercices dans la relation ? Déjà, il faut savoir que les personnes qui sont habituellement en relation n'ont pas l'habitude forcément d'utiliser des exercices. C'est-à-dire qu'il y a une forme de quotidien qui s'installe, peut-être de routine, de rituels habituels, qui font que les personnes qui sont en relation et qui se fréquentent souvent finissent par avoir des formes d'us et coutumes, on va dire, et ne sont pas assez créatifs et finissent par faire toujours un peu encore de la même chose. Et donc, il peut y avoir une usure du désir, comme si on se connaît parfaitement, on a l'impression qu'on ne se découvre plus finalement. Et les exercices vont donner une tonalité justement de créativité, de faire surgir et émerger par la parole ou par le sensoriel, puisque j'ai deux types d'exercices à vous proposer, des exercices non verbaux et des exercices d'échange oraux. Pour soit mieux communiquer ou vous découvrir à nouveau sous d'autres facettes, soit dans une intention aussi de jouer, hein, ça peut être aussi des rencontres ludiques. Il y a très peu de temps ludique, je trouve, dans les couples, et ça peut être une manière de jouer aussi, de s'amuser à deux, tout en ayant un objectif de mieux se rencontrer, de mieux se connaître, de connaître des facettes qu'on n'a peut-être pas vues encore de l'autre ou de nous-mêmes, ou de remettre aussi, ça peut être aussi des exercices où on fait des points de régulation sur où on en est, parce qu'on évolue, on n'est jamais les mêmes, donc ça peut être intéressant dans la relation de faire des points d'évolution sur, voilà, on fait des petits bilans, où j'en suis, où tu en es, ce qu'on appelle des points de régulation, qui sont très intéressants à explorer, à exploiter, et que bien souvent les gens qui n'ont pas l'habitude ne le font pas. Donc c'est très intéressant d'utiliser des exercices. Il peut y avoir aussi des tensions et des conflits dans la relation, et souvent ces exercices permettent aussi de débloquer des situations tendues parce qu'il y a un cadre et des consignes. Et l'intérêt de donner des consignes, c'est que chacun doit répondre à la consigne à son tour, ou en réciprocité. Et donc, quand il y a des consignes et un cadre, ça va donner de la sécurité. Quand vous êtes obligé de répondre à une consigne, vous ne pouvez pas y échapper en fait. Parce que c'est la même consigne pour tous les deux. Et donc, vous jouez le jeu, quoi, puisque vous êtes ensemble, partenaires, pour faire un exercice que vous avez décidé de faire ensemble. Donc du coup, il y a un cadre, et vous devez tenir le cadre. Et dans le cadre, quand on sait que quand on fixe des cadres, quand on fixe des règles du jeu, ça donne toujours de la sécurité. Donc quand il y a des tensions, des blocages, des choses, même dans le domaine, dans le champ de la sexualité, hein, ça peut être assez complexe parfois, il y a le fait de donner des exercices, enfin de dire on décide de faire des exercices ensemble, ça peut débloquer des situations extrêmement complexes que vous n'arrivez pas à dénouer par la parole ou parce qu'il y a des impasses non dites, des choses qui sont vraiment soit tabous, soit honteuses, soit difficiles à clarifier, hein, on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe. Donc les exercices sont parfois utiles pour faire débloquer des situations vraiment très complexes. Donc voilà, les intentions, hein, je répète, le jeu, le côté ludique, le côté aussi découverte, se découvrir toujours et encore sous des nouvelles facettes, un objectif de donner de la sécurité à la relation, d'être un peu visionnaire, de voir, de faire des points de régulation, où on en est, qu'est-ce qu'on avise, qu'est-ce qu'on voudrait, parfois aussi sur les activités, qu'est-ce qu'on partage en commun, qu'est-ce qu'on ne partage pas en commun, qu'est-ce qu'on peut de nouveau partager en commun. Donc il y a aussi des exercices que je vais vous proposer là-dessus. Et puis voilà, des exercices à la fois sur
vous dis, c'est intéressant à la fois d'échanger, de débriefer à l'oral, et des exercices qui sont dans le corps, uniquement dans le sensoriel, et justement, on ne met pas la parole, sauf à la fin, où vous débriefez à la fin de l'exercice, pour pouvoir échanger sur vos vécus, vos expériences sensorielles, et voir ce qu'il en sort. Voilà. Et je vais donc, dans cet exposé, vous développer tous les exercices, les objectifs pédagogiques de chaque exercice, parce que je les ai tous expérimentés. Hein. Si je vous les propose, c'est que je les aime bien, ces exercices que je vous propose, je les ai tous faits, et je les trouve tous chouettes, et certains ont vraiment des utilités vraiment conséquentes. Hein. Vraiment, ça sert beaucoup à la relation. Il y a quelque chose parfois un peu de magique dans les exercices qui fait qu'à la fin, hop, ça donne un coup de fouet à la relation, ou ça pointe des choses vraiment essentielles dont il ne faut pas faire l'impasse. Voilà. Alors, j'ai commencé par des exercices, je crois, généraux sur comment on peut clarifier des choses sur la relation, clarifier nos attentes. Donc ça, c'est plutôt un exercice où vous parlez en réciprocité. Hein. Chacun dit à son tour, pour moi, ce qu'est une relation épanouissante et heureuse, c'est 3 petits points. Voilà. Et puis l'autre dit après, pour moi, c'est ça. Donc quand vous faites des exercices comme ça, il faut cadrer au niveau du temps. Hein. À chaque fois, je ne vous le redirai pas tout le temps, mais si vous prenez par exemple 10 minutes pour l'un, c'est 10 minutes pour chacun. Et quand il y en a un qui parle, l'autre se tait, il n'interfère pas, parce que s'il commence à la ramener en disant ah oui, pour toi c'est ça, mais pour moi... Bon, il aura son tour de parole. Mais c'est vraiment, on va respecter des temps d'écoute où il n'y a vraiment aucune interférence du partenaire. Voilà. Et vous débrieferez, mais seulement qu'à la fin, à toute fin de l'exercice, pas pendant l'exercice. D'accord ? Donc, chacun, pendant par exemple 10 minutes, dit pour moi, une relation épanouissante et heureuse, voilà ce que c'est, voilà ce que j'attends de la relation. Hein. Qu'est-ce qui est important pour moi dans notre relation ? Et chacun va noter 10 phrases de son côté. Donc, ça, c'est avant de parler. Hein. Vous allez noter chacun 10 phrases de votre côté, réfléchir avant, en préparation, 10 phrases qui, pour vous, sont importantes. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre relation que vous menez avec ce partenaire-là ? L'autre fait pareil de son côté, et après vous vous rejoignez et vous dites pour moi une relation épanouissante et heureuse, voilà, et ce qui est important pour moi c'est, et chacun dit ça à son tour. Ouais. Est-ce que tu me permets de photographier les sinon le PowerPoint existe, hein, éventuellement je pourrais le diffuser, moi c'est pas quelque chose que je retiens. Voilà, donc vous le faites, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure chacun. Et puis, ensuite, à la fin de l'exercice, vous débriefez de ce que ça vous a fait de faire cet exercice, en fait. Hein, vous pouvez dater les exercices aussi. Ça peut être intéressant de les faire et de les refaire. C'est pas juste je le fais une fois et après basta. Ça peut être intéressant de les dater parce que vous pouvez 1 an après ou 2 ans après refaire le même type d'exercice, si vous êtes encore ensemble. Hein. C'est intéressant, ces exercices sur les relations durables aussi. Hein. Donc vous pouvez le refaire 2 ans après, puis dire tiens, il y a peut-être eu des changements, faire le point, hein, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou on en est toujours au même point. Souvent ça vous permet de suivre l'évolution de votre relation aussi. Hein. Qu'est-ce que j'attendais il y a 2 ans, est-ce que j'attends toujours la même chose, qu'est-ce qui a évolué, etc. On met l'attention dans cet exercice sur qu'est-ce que j'attends et pas qu'est-ce que je n'attends pas. Souvent, les exercices proposés pointent plutôt ce qu'on veut que ce que l'on n'aime pas ou ce que l'on ne veut pas. Et c'est beaucoup plus intéressant de dire ce qu'on veut que ce qu'on ne veut pas. Parce que très souvent, quand vous ne faites pas des exercices, vous parlez comme ça. Vous dites, ah, ça, j'aime pas ça, je te fais des reproches, je critique ceci, je critique cela, mais vous ne dites pas ce que vous voulez. Là, dans ces exercices, on fait l'inverse. On vous demande de spécifier ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas. Donc vous parlez en positif en fait. Donc on a plutôt tendance à aller vers ce qu'on veut plutôt que de dire moi j'aime pas ça chez toi, quoi. Voilà, donc c'est un peu plus instructif. Voilà. Alors voilà, le premier exercice. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous me le dites. Hein. Sinon je continue. Donc ça, c'est un exercice pour faire le point sur les attentes et les objectifs de la relation. Souvent, je dis, est-ce que vous savez, quand vous êtes en relation de couple, pourquoi vous êtes mis ensemble ?
Mais il y a plein de gens qui me disent ben non, on est ensemble parce qu'on s'entend bien, parce qu'on s'aime. Alors ça c'est la réponse neuneu par excellence. Parce qu'on s'aimait, parce qu'on s'aime. Ça veut rien dire. On s'aime quoi. C'est parce qu'on a forcément des objectifs en commun. Mais qu'est-ce qu'on vise à travers la relation quoi. Pourquoi on s'est mis ensemble? C'est quoi l'objectif commun? Ou pas commun d'ailleurs. Mais voilà, parfois c'est des projets, parfois c'est une famille, parfois c'est parce qu'on a plein de points en commun. Pourquoi? C'est quoi l'objectif de la relation pour chacun d'entre vous? Donc de clarifier les attentes, ça vous permet d'en savoir plus sur qu'est-ce que j'attends moi de la relation, qu'est-ce que mon partenaire attend, et est-ce que nos attentes sont communes ou pas. Voilà. Alors je continue. Alors toujours à l'oral, toujours des exercices, je vois si vous pouvez, voilà, exercices, sinon je vous le dis, de toute façon en même temps que je l'explicite, exercice d'échange en dyade. Dyade c'est par deux, vous êtes en couple, voilà. Donc, de nouveau, c'est important de temps en temps de faire ce type d'exercice où vous allez demander à l'autre, dis-moi une chose que tu aimes chez moi. Donc on est dans des exercices plutôt dits de gratitude. Au lieu de dire ce que j'aime pas, vous allez dire ce que vous aimez. Parce que la facilité, c'est de dire ce qu'on n'aime pas, d'accord? Vous avez compris? Donc là, on vous oblige à dire qu'est-ce que vous aimez bien chez l'autre. Ou que vous appréciez de ce qu'il a fait. Soit ce week-end, soit dans la semaine, soit en général, c'est dans les derniers jours. Pointez une qualité, ce que vous avez apprécié de ce qu'il a fait pour vous, ou de ce que votre partenaire, d'une qualité que vous aimez chez lui. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez pointé ça, vous allez lui dire en quoi c'est important pour vous. Et ensuite, une fois que vous avez dit en quoi c'est important, par exemple, je sais pas, ce que j'apprécie chez toi, c'est ta manière d'être attentionné vis-à-vis de moi quand tu me portes mes bagages, par exemple. C'est vraiment gentil d'être serviable à ce point-là, de me porter mes bagages sans que je te le demande. Je donne n'importe quel exemple. Ça, c'est important pour moi. Et donc, en quoi c'est important? C'est important parce que d'habitude, je porte mes bagages toute seule et des fois, il y a des hommes qui ne me portent pas mes bagages. Voilà. Et puis, et après, le partenaire en face va dire, quand tu as dit ça, moi, je me suis sentie, quand tu m'as dit que tu aimais bien que je te porte tes bagages, moi, je me suis sentie comme ci, comme ça, etc. D'accord? Voilà. Donc, soit une qualité, soit quelque chose qu'il a fait pour vous. Et après, n'oubliez pas, c'est toujours à tour de rôle. C'est pas qu'un qui parle. L'autre aura son temps. Donc après, il y a la réciprocité. Deuxième point, dis-moi une chose sur laquelle tu penses que nous sommes d'accord. D'accord? Donc, dis-moi une chose sur laquelle... ouais, c'est clair. Et après, c'est l'autre qui parle. Dis-moi une chose de toi-même que tu penses que je devrais savoir. Alors ça, c'est assez marrant. Dis-moi une chose que tu penses que je devrais savoir. Donc faites-le, vous allez voir, c'est assez drôle ce type de question. Et dis-moi une chose que tu veux que je comprenne. Parce que dans les couples, il y a souvent des choses qu'on croit que l'autre comprend, mais qu'il ne comprend pas. Donc vous allez formuler clairement une chose qui est importante pour vous, que vous souhaitez qu'il vous comprenne. Souvent, vous butez, par exemple, sur « tu m'écoutes pas assez » ou tu n'es pas assez attentionné, etc. Donc vous allez expliciter que c'est important pour vous et en quoi c'est important. Et voilà. Donc n'oubliez pas que c'est toujours à tour de rôle. Et ensuite, vous pouvez, j'ai mis temps libre à chacun de refaire plusieurs fois, car à chaque fois, autre chose vient. Au moins 2 fois. Vous le faites au moins 2 fois. N'oubliez pas que quand vous répétez la question, vous ne redites jamais, même si vous redites un peu la même chose, il va surgir une nouvelle idée. Plus on va en profondeur, plus on repose la même question, plus il y a des nouvelles idées qui émergent. Donc faites-le et refaites-le, vous verrez, il y aura quelque chose de la profondeur qui va venir. Voilà. Alors, ce type d'exercice, le but, c'est d'augmenter l'intimité. Parce que bien souvent, ce qu'on peut constater, et moi je le constate, je suis thérapeute de couple, c'est que l'intimité, il y a peu d'intimité dans les couples. Les gens, la plupart, vont parler en superficialité, de la logistique, des activités, de l'intendance, de ce qu'ils ont fait dans la journée au boulot, des choses comme ça. Bon, très bien. Mais l'intimité, c'est sur soi. C'est qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, notre vécu intérieur, nos émotions, ce qui est important, ce qui nous touche, etc. Et donc, cette partie
d'intériorisation n'est pas souvent exprimée parce qu'on se méfie, on se dit que l'autre nous manipule ou qu'il va nous trahir, je ne sais pas quoi, qu'il va se servir de ces réponses qu'on nous fait. Donc ces exercices qui sont faits à l'oral sont là pour développer l'intimité, à condition que vous n'utilisez pas les paroles de votre partenaire pour ensuite y retourner 3 jours plus tard en disant « Ah, dans l'exercice de l'autre jour, tu m'as dit que tu n'aimais pas, que voilà, tu avais du désir pour d'autres, etc. Et donc, bon, alors, vous ne revenez pas sur ça parce que sinon, la personne ne se confie plus. D'accord ? Donc, ce qui est dit dans les exercices ou dans les débriefings d'exercices, ça reste dans le cadre, en fait. Hein. Sinon, l'autre se sent trahi. Voilà. Et tous les exercices pour développer l'intimité, c'est extrêmement utile. On est vraiment dans bas les masques, dans j'ose te dire des choses sur moi qui sont importantes pour moi, qui sont essentielles. Je me livre à toi, bas les masques, et donc j'espère que tu es bienveillant et que tu es non jugeant et que tu m'accueilles dans ce que je dis et ce que je ressens. Donc c'est vraiment important d'avoir des temps comme ça, qui sont des temps cadrés, délimités dans le temps. Hein. Quand vous faites un exercice, vous timez. Hein. Vous dites voilà, on se donne 10 minutes chacun et vous prenez votre téléphone et vous arrêtez l'alarme, paf, 10 minutes c'est toi, 10 minutes c'est moi, ou 5 minutes, mais il faut timer. C'est pas un qui parle toujours et l'autre qui dit rien. Hein. Il faut vraiment la réciprocité, sinon ça ne fonctionne pas, c'est pas juste quoi. Ouais. Alors ça c'est les temps pour développer l'intimité. Moi j'ai une question. Ouais, vas-y. Du coup, en fait ça demande beaucoup de... Déjà ça demande à savoir, nous, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Donc, déjà être au clair un petit peu avec soi-même. Et ensuite, pour l'autre, ça demande un effort quand même d'écouter sans juger, sans vouloir répondre, avoir raison. Du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ça demande quand même une certaine maturité ou conscience de certains concepts ou certaines choses. Oui, mais ça demande... Alors, plus vous les faites et plus vous avez l'habitude. Hein. Au début, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est vrai que c'est un peu bizarre de se poser ces questions d'introspection. Ah ouais, alors... qu'est-ce que t'aimes? Ça, c'est pas très compliqué, encore vous avez trouvé. Hein. Mais la troisième, dis-moi une chose de toi-même que tu penses que je devrais savoir. Alors, qu'est-ce que je devrais savoir que je ne sais pas, que tu aimes, par exemple, et que j'ai oublié que tu aimais, que je devrais savoir? Ah oui, il va falloir vous poser des questions. Vous pouvez prendre un temps de réflexion. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre là tout de suite à la seconde. Hein. Effectivement. Hein. Et l'autre, l'intérêt, c'est qu'il ne répond pas. Il ne répondra pas d'ailleurs. Non, il ne répond pas. Quand c'est un temps d'écoute, je vous ai dit, hein, quand vous parlez, l'autre est là sans interférer. Ça, c'est la règle du jeu. S'il commence à interférer, c'est mort. C'est-à-dire, parce que vous allez vous taire. Parce qu'il va commencer soit à interpréter, soit à rajouter son grain de sel sur lui, sur je sais pas quoi, et vous allez vous taire. Puisque, en fait, c'est une déformation de votre pensée, alors que vous êtes en train déjà de réfléchir sur qu'est-ce que vous croyez, etc. C'est de la vulnérabilité. Hein. Quand on livre l'intime, on est vulnérable. Donc si l'autre commence à interférer, à juger, à développer, à parler de lui, c'est cuit. Donc vraiment, quand vous parlez, l'autre vous écoute, point. Sparadrap sur la bouche, il ne dit rien, il entend, il fait le tri, il ressent ce que ça lui fait, il observe, voilà comment il vit, qu'est-ce qu'il expérimente, et point barre. Et il y aura à la fin de tout l'exercice, quand vous avez fini, il peut y avoir un temps de débrief à 2, en commun. Chacun, mais là il n'y a plus de timing, hein, chacun dit tiens l'exercice, ce que ça m'a fait vivre l'exercice. Chacun débrief à la fin, mais pas pendant. Pendant, c'est vraiment effectivement l'autre se tait et ça lui fait travailler sur l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active. Après, ça va vous donner des habitudes, même quand il n'y a pas d'exercice, que quand il y en a un qui parle de sa profondeur, d'arrêter de parler sur lui. Vous allez être habitué à mettre un sparadrap, c'est-à-dire vraiment à dire pendant qu'il parle, il s'exprime lui de son intériorité. Donc moi, j'ai pas rajouté quelque chose, même si ça me déplaît. Parce que souvent, ça peut vous êtes susceptible, peut dire un truc sur vous qui vous déplaît. Vous êtes concerné puisque vous êtes le partenaire. Il ne parle pas de la copine d'à côté. Hein. Mais peu importe, vous allez être habitué à écouter, accueillir sans être réactif en fait. Simplement entendre que voilà,
ce qu'il dit, ça lui appartient en fait. Et il a le droit d'exprimer son vécu, ses sentiments, même si ça vous blesse, n'empêche que ça, c'est ce qu'il vit. Donc ça vous autorise aussi à être moins réactif, ça vous apprend à être moins réactif dans la parole, dans l'échange. C'est hyper utile de faire ça. Hein. Donc ces exercices ont aussi cette conséquence annexe, un bénéfice secondaire qui est d'apprendre à écouter sans la ramener. En étant une vraie écoute active, quoi. C'est rare, hein. Souvent il y a des échanges comme ça, du tac au tac, on n'a pas le temps de se poser et d'écouter vraiment l'autre. Hein. Voilà. Alors, ensuite, des exercices de gratitude. Alors ça, c'est génial, parce que il y a peu d'exercices, il y a peu de moments de gratitude, en fait. Ce qu'on observe, moi je l'observe en tant que thérapeute de couple vraiment souvent, c'est qu'au bout d'un moment, ce qu'on appelle l'étape de confrontation, l'étape où chacun est différent et on commence à être déçu de l'autre, on lui fait des reproches parce qu'on est différent et on voudrait tellement retrouver la lune de miel et on voudrait être similaire, que l'autre soit comme nous, etc. Donc on commence à se boxer là. Et dans cette période-là, c'est important de mettre en place des exercices de gratitude. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur le négatif, on appuie sur le positif. Sinon, vous allez faire circuler que ce qu'on appelle des signes de reconnaissance négatifs, c'est-à-dire des reproches, des critiques. Donc ça va toucher sur les blessures. Et à force de faire des reproches et des critiques, ne circulent plus du tout les gestes de tendresse, la valorisation, les compliments, les petits signes d'attention, etc. Puis l'énergie fuit. Hein, on n'a plus envie, on n'a plus d'élan vers l'autre à force de se prendre des scuds. Voilà, ça crée des fermetures. Donc c'est important, c'est vraiment essentiel, ces exercices de gratitude, ils sont faits pour ça. Et je vous rappelle que le cadre donne la sécurité, c'est-à-dire vous tenez au cadre en disant on le fait par exemple une fois par semaine, tous les dimanches, ou alors dès qu'on prend la voiture, et qu'on va voir notre mère, ma belle-mère, alors on se fait cet exercice tel jour, telle date, telle heure, d'accord? Donc vous mettez un cadre. Alors c'est toujours un peu pareil, hein, parce que ça reprend un peu ce qu'on avait dit. Une chose que j'apprécie chez toi, c'est, et précisément ce que tu fais dans cette qualité, c'est, là vous développez, et ensuite, une fois que vous avez développé, vous dites, et ça me fait me sentir comme si, quand j'apprécie que tu es, je sais pas, une qualité, vous êtes en couple là, tiens, une qualité que vous aimez chez votre partenaire. Sa franchise. Sa franchise. Alors, j'apprécie chez toi ta franchise. Et ce que tu fais dans cette qualité, et précisément que dans cette qualité, quand elle fait. On sait ce qu'elle pense. Voilà, parce qu'on sait ce que tu penses à ce moment-là. Et ça me fait me sentir, quand tu es franche, ça me fait me sentir. Que moi je suis moins franche. Mais ça me fait me sentir différent, c'est ça? Mais ça me fait. Mais quand vous voyez qu'elle est franche, c'est une qualité que j'apprécie. Vous appréciez parce que quoi? Parce que quoi? Ça vous fait vous sentir comment quand elle est franche? Parce que moi je le suis moins. Je suis moins direct. Oui, vous êtes moins direct. Et du coup, quand elle l'est, ça vous fait vous sentir comment? J'ai des efforts à faire. C'est pas tout à fait ça, c'est pas grave. Donc vous êtes en train de pointer que vous ne faites pas aussi bien qu'elle, c'est ça? C'est ça. Donc c'est une qualité que j'apprécie. Ouais. Voilà, ça c'est en te le disant, je remarque que cela me fait me sentir moins bon que toi à cet endroit-là. Ouais. Mais ça vous fait vous sentir quoi quand elle est franche? Et vous êtes bien avec ça? Enfin, ça vous rend tranquille, en paix? Enfin, c'est quoi? Ouais. Et alors ensuite, comme vous êtes en train de dire que vous ne le faites pas aussi bien qu'elle, et alors là, on ne va pas le faire parce qu'on n'est pas en terrain, hein, pas dans l'intimité du couple, mais vous allez développer. Et ce que ça me rappelle aussi dans mon enfance, c'est, dans votre enfance à vous, hein, pas à elle, hein, dans mon enfance à vous, vous êtes en train de développer. Enfance à moi, ça peut être des non-dits. Voilà. J'ai souffert de non-dits. Voilà, donc j'ai souffert des non-dits dans mon enfance. Alors là, vous pouvez développer tant que vous voulez. Hein. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Alors, c'est ce type d'information. Pourquoi on va aussi loin? Parce que ces informations, très souvent, le partenaire ne les a pas. Même ça fait peut-être 20 ans que vous êtes avec, il n'a pas forcément tous les souvenirs de votre enfance qui font qu'il comprend pourquoi vous agissez comme ça aujourd'hui. Donc parfois, il peut être vraiment
critique ou persécuteur avec vous parce qu'il ne comprend pas d'où ça vient. Bon, là, c'est de la franchise, donc c'est plutôt chouette. Mais si par exemple vous trouvez qu'il n'est pas aussi franc que vous et que vous aimeriez, vous ne comprenez pas parce que vous dites mais moi je le suis, pourquoi il ne l'est pas, pourquoi il me fait des mensonges ou des omissions, etc., c'est insupportable. Mais si vous ne comprenez pas d'où ça vient, que lui il a souffert dans son enfance de ci, de ça, de mi, ben, vous bloquez là-dessus. Alors que si vous comprenez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'empathie qui fait que vous avez lâché prise. Vous pouvez commencer à dire bon bah si je comprends que petit il n'a pas pu vivre ça comme ça, bon ben voilà, je peux le prendre à l'endroit où il est, il ne fait pas exprès quoi. Et il n'est pas comme moi, il n'est pas comme moi. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous êtes moins bloqué dessus, à lui faire la guerre. D'accord ? Donc ça peut être important de faire ça. Et enfin, ce que je vivais de ça, c'est... Voilà. Et alors, une décision que j'ai prise, puisqu'il y avait des non-dits dans ma famille, alors on peut imaginer que c'est que... voilà, j'ai pas le droit de dire tout ce que je pense, parce que si je dis tout ce que je pense, c'est tabou, voilà, c'est bizarre, on n'aime pas... Donc je ne dis pas tout ce que je pense ouvertement. Voilà. Vous avez vu comment on peut développer, ça peut être vraiment intéressant. Alors, ce que vous pouvez rajouter dans une variante de cet exercice, c'est, ça on le fait plutôt en cabinet, mais vous pouvez, voilà, vous savez que vous pouvez le faire, c'est quand, par exemple, un commence à dire une chose que j'apprécie chez toi, c'est, par exemple, que tu sois serviable, par exemple, vous allez reformuler. À chaque fois qu'il dit quelque chose ou elle dit quelque chose, vous reformulez. Ce que je t'entends me dire, c'est pour ne pas interpréter en fait. Sinon, vous avez tendance à interpréter les uns les autres. Donc, pour vraiment que la personne qui parle se sente accueillie avec justesse, ça peut être important de reformuler sous cette forme-là qui est je t'entends me dire que tu me trouves serviable. Et notamment quand je t'apporte le dimanche matin le petit déjeuner au lit avec les croissants alors que tu n'es pas obligé pour me réveiller. Voilà, c'est bien ça. Et donc vous reformulez pour vraiment travailler sur l'écoute et la reformulation. Ça c'est une variante. Alors ensuite, protocole d'exploration sur un sujet. Donc ça c'est quand vous allez préparer un sujet, par exemple un sujet un peu difficile, une tension. Vous avez une tension entre vous que vous avez envie de débloquer, par exemple, d'accord ? Donc je sais pas, vous avez il boude, elle a boudé, d'accord ? N'importe quoi. Voilà. Une façon dont je vis cela, c'est... Alors, il y en a un qui parle. Après, ça sera l'autre. Hein. C'est toujours pareil. Il n'y en a pas qu'un qui parle. C'est toujours à tour de rôle. Donc, une façon dont je vis cela, quand tu boudes, voilà ce que ça me fait. Moi, je me renferme. Je te calcule plus. Ce qui se passe en moi, c'est... 3 petits points. J'interprète cela comme... Attends. J'interprète cela comme... l'histoire que je me raconte, c'est, alors ça c'est important, l'histoire que je me raconte, quand tu boudes, je me dis que tu m'aimes plus, que tu me parleras plus jamais, que tu me fais des reproches, ceci, cela. Ce qui est difficile pour moi, c'est, c'est difficile pour moi parce que tu te fermes et après, je sais pas quoi tu penses. Ce qui me fait peur, c'est, et je réagis en faisant ceci et cela, d'accord ? Donc voilà. Et après, l'autre va dire aussi la même chose. Moi, quand je boude et que toi, par exemple, tu te fermes à moi, comment je le vis, etc. Et vous déclinez toutes les questions. D'accord ? Donc, à tour de rôle, vous parlez sur un thème. C'est souvent une tension, mais vous n'êtes pas obligé de prendre une tension. Hein. Ça peut être quelque chose de sympa aussi. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple. Vous auriez envie de parler sur quoi ? Quelque chose de sympa que vous vivez avec votre partenaire ? Quand vous allez, je sais pas moi... En vacances, j'y pensais. On est bientôt dans les vacances. Alors, quand je pars en vacances avec toi, quand on part, je pars en vacances, une façon dont je vis cela, ce qui se passe en moi, j'interprète cela comme l'histoire que je me raconte. Voilà. Alors, ça peut être sur plein de choses. Hein. Donc, vous pouvez prendre le protocole, et même dans la voiture, hein, vous le faites. Vous allez en vacances, je sais pas, à la montagne, là, dans les jours qui viennent. Une façon dont je vis cela, ce qui se passe moi, voilà. Mais c'est
plutôt autour de quelque chose qui vous pèse, hein, ce qui est difficile pour moi, ce qui me fait peur, voilà, c'est plutôt quelque chose qui nous pèse que quelque chose qui est léger. Donc c'est intéressant d'aborder les choses comme ça pour éviter le tac au tac. Vous savez, alors quand je pars avec toi en vacances, c'est toujours toi qui décides, je vais toujours là où tu veux et pas là où moi je veux, et j'en ai marre de m'adapter à tes désirs, voilà. Alors bon, et hop, ça va commencer à chauffer. Donc là, c'est posé, voilà, vous parlez de vous, l'autre il n'a pas le droit de répondre, il vous écoute en toute bienveillance, ça calme le jeu. Hein, c'est une manière vraiment de parler à tête posée, quoi, hein, sans être dans l'émotionnel et de faire monter la mayonnaise. Voilà. Donc ça peut être vraiment intéressant de le faire avec un cadre. Je vous rappelle, le cadre donne la sécurité. Alors à l'inverse des autres questions où on était dans la valorisation, ouais. Cette fois on est plutôt dans la problématique. Oui, protocole d'exploration sur un sujet. Donc on est plutôt sur des tensions, sur des problématiques. Mais ça vaut la peine aussi de mettre sur le tapis les problématiques. On ne peut pas faire genre tout va bien, je vais bien, et que je te dis que ceux que j'aime, youplala. C'est important parce que c'est important aussi de spécifier, sinon on oublie les choses qui vont bien. Et puis on n'appuie pas assez sur faire circuler la tendresse, la valorisation, ce qu'on aime et tout. Parce qu'en fait, des fois, pour revenir sur les petites choses positives, on trouve que c'est évident. On dit, oh oui, il est sympa, il m'a apporté mes bagages, il m'a apporté mon petit déjeuner ce matin, il m'a rendu un service sur l'informatique. C'est sympa, je lui ai fait un petit merci, tu vois, au passage. Mais j'ai pas dit, oh combien c'était vraiment touchant pour moi, quoi. Tu vois, de le développer, ça vraiment, l'autre se dit, ah waouh, c'était pas rien, quoi. Elle l'a vraiment pris en considération, quoi, ce petit truc qui paraît un peu anecdotique, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les exercices de gratitude. Ça ne reste pas ça ne devienne pas quelque chose de normal. Oui, voilà. À chaque fois que je fais quelque chose, c'est un cadeau, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Quand je te fais quelque chose, c'est pas normal. Et puis souvent, tu n'as pas le temps. Ça va tellement vite que tu n'as pas le temps de développer non plus, parce que tu n'as pas le temps de t'introspecter, te dire ah oui, ça me touche, c'est important, mais pourquoi c'est tellement important pour moi? C'est important parce que moi j'ai toujours porté toute seule des bagages, donc voilà, il faut que je te dise que j'adore quand tu me portes. Bon, alors, vous n'avez pas raconté toute votre vie, toutes les 5 minutes, donc ça vous donne aussi un temps d'introspection. Et l'autre, voilà, il se sent considéré. Il y a trop peu de moments de valorisation, puisqu'il y a plus de moments de conflit dans les couples que de moments de valorisation. On oublie de dire ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, etc. Mais on ne va pas en rester là. Il faut aussi mettre sur le tapis ce qui ne va pas, mais d'en parler posément, sans se crêper le chignon. Donc, une manière d'explorer un sujet de tension, c'est de se poser et puis vraiment de le préparer, enfin, pas besoin de le préparer, mais d'utiliser les questions pour parler posément, en toute bienveillance, et que l'autre écoute sans se braquer d'emblée, surtout. Hein, c'est ça l'idée. Parce que le problème, c'est la justification. Mais non, c'est pas toi qui décides, c'est pas moi qui décide tout le temps, c'est pas vrai, nani, nana, et là, c'est mort. On part en live, comme on dit. Voilà. N'oubliez pas que vous avez le droit de débriefer, mais après que tous les deux aient parlé. Et c'est pas pour revenir en merde, je me crêpe le chignon. Hein. Ça c'est pas l'idée. Hein. N'utilisez pas les 30 débriefs pour vous taper dessus. Alors c'est pas fini. Voilà, vous continuerez. Et ce que ces sentiments me rappellent de mon enfance, c'est toujours un peu pareil. On revient souvent sur l'enfance. Pourquoi? Parce que en général, ça donne des indications, ça permet à l'empathie de se faire. On permet vraiment de mieux comprendre, de mieux cerner ce qui s'est joué avant, qui fait que la personne, elle en arrive là. L'impact que ma réaction peut avoir sur toi, une façon dont ça pourrait se passer différemment, et donc ça vous fait creuser aussi une façon dont ça pourrait se passer différemment. Vous êtes en train de réfléchir sur, oui, quand je pars en vacances, par exemple, c'est toujours toi qui décides. Bon, il y en a marre. Donc, une façon dont ça pourrait se passer différemment, vous allez devenir proposant. Au lieu de râler, vous allez commencer à proposer, à faire une proposition qui émane de vous. Plutôt que de toujours être pas content, vous voulez quoi? Bon, voilà. Et ce que je peux faire pour aller dans ce sens, c'est... Donc ça, c'est pas mal pour sortir de la posture de victime. Parce que vous plaindre tout le temps à l'autre, ça va pas changer le monde. Hein. Mais de commencer à vous demander, mais tiens, au fait, ok, c'est toujours lui qui décide, il y en a marre que ce soit lui qui décide, et qu'est-ce que je peux faire, moi, de différent, hein? Voilà. Ok.
prochain exercice, ça c'est un exercice que moi j'aime bien faire parce que je le trouve assez ludique. Je fais de temps en temps. Et alors c'est souvent le soir avant de vous coucher. Enfin voilà, vous êtes dans le lit avec votre partenaire, vous avez passé une journée un peu harassante ou sympathique, peu importe. Et il y en a un des deux qui fait le bilan. Alors vous pouvez le faire à tour de rôle, mais ça peut être bien que sur un soir c'est un et peut-être le lendemain c'est l'autre. Ou c'est vous qui voyez si vous n'êtes pas trop crevé, ceux-ci s'endorment dessus. On peut faire les deux, ou un soir, l'autre le lendemain. Donc vous faites le bilan de la journée en évoquant ce qui s'est passé pour vous au niveau de votre ressenti, de ce qui vous a échappé sur le moment. Que ce soit en positif ou en négatif. C'est-à-dire que vous faites la récapitulation de la journée. Alors ce matin, je me suis levée voilà, au réveil et je me suis dit, tiens, il est à côté de moi, je sais pas, peut-être qu'il va pas bien dormir. Enfin, vous racontez ce que vous avez vécu depuis le matin au réveil et ce qui vous a marqué en fait. D'accord ? Dans vos ressentis, de ce que vous avez pensé, dans vos sensations aussi, dans vos émotions. Voilà. Donc vous racontez la journée qui a concerné l'autre quand même, hein, parce que si vous racontez votre machin au boulot, bon, vous dire voilà, je suis partie travailler, mais en général c'est quand vous avez passé une journée ensemble. Vous êtes parti au boulot, ça va pas trop l'intéresser, tout ce que vous avez vécu avec le votre patron, machin. Vous avez passé, voilà, vous racontez tout ce qui vous a un peu échappé, des moments qui vous ont un peu échappé, parce que sur le coup, vous dit on va vite et on n'a pas le temps de se poser pour rencontrer nos vécus. Donc ça vous permet de refaire un point sur ah oui, et là quand tu m'as dit cette phrase, vraiment je me suis sentie blessée par exemple. Alors évidemment toujours pareil, l'autre il dit rien. Motus et bouche cousue, il n'a pas le droit de dire quelque chose. Je me suis sentie blessée, ça m'a fait de la peine, ou je me suis sentie critiquée à ce moment-là, ou abandonnée, ou je sais pas, vous parlez de vous, hein, parce que voilà, j'étais fragile ce jour-là et j'avais déjà vécu ça et donc ça m'a fait du mal. Et puis après, quand tu m'as repris par la main, et du coup j'ai senti que tu étais avec moi, enfin voilà, et patati et patata. Vous racontez votre journée jusqu'au soir. Vous le faites pour vous en fait, hein. En même temps que vous parlez, en fait vous parlez pour vous, hein. Ça vous permet de revisiter votre journée et votre intériorité, vous-même, pour vous. Alors l'autre, il est là dans un espace d'accueil bienveillant, sans jugement. Et là, il n'y a pas de débrief. Zéro débrief. Il n'a pas le droit de dire ce qu'il en pense. Il a aucun droit derrière. Il se tait. Il n'y aura pas de débrief sur cet exercice. Alors si vous partez dans le débrief, c'est mort. C'est-à-dire que ça n'a plus aucun intérêt. Parce que si à la fin, il dit « Ah ouais, mais non, quand même, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. » Non. Parce que vous le faites. Enfin, c'est pas l'intérêt de cet exercice. Cet exercice, c'est vraiment un exercice d'écoute, de mieux connaître votre partenaire, de commencer à être beaucoup plus empathique. Empathique, c'est faire l'alliance avec l'autre sur son vécu, le connaître, le rencontrer dans des endroits de difficulté, même vous concernant, mais de le connaître davantage. Peu importe si vous n'êtes pas d'accord, on ne vous demande pas d'être d'accord, on vous demande de vous brancher sur ce qui se passe pour lui et ses besoins, ce qui est difficile pour lui. D'accord ? Et un autre soir, c'est l'inverse. C'est l'autre qui passe, s'il a envie. Hein. Ce n'est pas un exercice obligé, c'est vraiment... voilà, c'est des explorations et souvent, ça donne de nouveau une augmentation de l'intimité. Ça augmente l'intimité dans la relation. Vous n'avez pas l'idée de faire ça en général. Hein. Débriefer, alors je suis allée au café, on a mangé ça, on est allé ici, on s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est complètement superficiel, on a fait ci, on a fait ça, on a fait mi. Bon, et après, aucun intérêt. Alors, vous ne faites pas des exercices non plus tout le temps sur ces sujets-là, parce que sinon, vous ne vivez plus rien. Il ne faut pas exagérer non plus, hein, parce que si vous faites que parler sur la relation, vous ne vivez plus rien. Donc, de temps à autre, vous les faites pour l'intimité, mais bon, passez pas vos journées à parler, j'ai vécu ça, j'ai senti ça, j'ai vécu ça, j'ai senti ça. Après, il ne se passe plus rien. Donc, ne me fais pas dire ce que je dis pas, parce qu'après, en excès, c'est pas bon non plus. Voilà. Alors, ensuite, très souvent, il y a des couples qui se connaissent bien et qui me disent « mais on partage plus grand-chose ensemble »
où voilà, on partage plus grand chose ensemble parce que je la connais ou je le connais, et donc il n'a pas les mêmes goûts que moi, et donc on ne peut pas avoir beaucoup d'activités en commun. Et bien là, vous n'êtes pas très neuf, hein, c'est pas très frais. Hein. Donc je pense que c'est important de temps à autre de faire un point, de faire un brainstorm, ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire vous prenez chacun un papier et vous listez, j'espère qu'ils ne vont pas me faire du bruit, moi ça ne m'arrange pas le bruit derrière. Bon, donc chacun de son côté fait une liste des activités qu'il aurait envie de partager avec l'autre. Ouais, ferme-le, si tu peux fermer le rideau, je peux fermer. Pas obligé de hurler. Ok, donc je reviens sur mon exercice là. Vous faites un brainstorming, mais vous le préparez. Vous listez chacun de votre côté des activités que vous auriez envie de partager, y compris des fantaisies, c'est-à-dire même ce que vous savez qu'il ne voudrait pas partager avec vous. Tout et n'importe quoi. Ce que vous avez envie de partager avec lui. Même complètement des trucs complètement fantaisistes, vraiment, tout ce qui vous passe par la tête en fait. Genre, je sais très bien qu'il n'aime pas la montagne, c'est pas grave, j'aimerais tellement aller à la montagne, faire de la plongée sous-marine, de faire découvrir des tas de trucs. Bon, on s'en fout, pour l'instant, on n'en est pas à résoudre quelque chose. On est juste à faire un brainstorming. D'accord ? Même des choses sur lesquelles il a dit non auparavant. Hein. On revient sur tout ce que vous avez envie de partager avec un partenaire, idéalement. Hein, mais ce n'est pas votre partenaire en vérité, c'est idéalement tout ce que j'aurais envie de partager avec lui. Il fait pareil de son côté. N'oubliez pas qu'on évolue quand même, hein, on n'est pas toujours les mêmes d'une année sur l'autre. Bon. Vous pourrez aussi rajouter un lieu que vous avez adoré, que l'autre n'a pas connu, par exemple. Voilà, quand vous étiez plus jeune, vous êtes allé en Alaska, vous avez trouvé, ou la Laponie, vous avez trouvé ça génial. Bon. Et puis chacun lit sa liste devant l'autre. L'autre se tait pendant qu'il lit sa liste. C'est toujours pareil, hein. Quand il y en a un qui parle, l'autre ne dit rien. Et vous allez pointer en commun, ce que vous avez pointé dans vos deux listes, ce que vous avez envie de mettre en commun. Ce que chacun va dire, ah oui, bah tiens, dans ta liste, à toi, moi, ce qui me plaît, c'est ça, et réciproquement. Vous avez compris ? Vous allez chercher dans la liste à l'autre, dire, ah ça, c'est réalisable pour moi, et ça, je veux bien partager ça avec toi. Donc, il va y avoir, en fait, à la fin du compte, sur les deux listes, peut-être 2 ou 3 activités en commun que vous aurez envie de mettre en place, en fait, pas plus. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Et peut-être qu'il y en aura plus. En tout cas, c'est hyper créatif, parce que souvent, il y a des activités que voilà, vous n'avez pas l'idée de proposer, comme si c'était mort, quoi, d'avance. Vous anticipez que voilà, c'est même pas la peine avec lui, il ne voudra pas, ça l'intéressera pas, vous le connaissez tellement. Donc ça, c'est pas gagné. Et peut-être que justement, dans cette relation, à ce moment-là, il a envie de s'ouvrir et de découvrir des nouvelles choses avec vous. Et c'est une manière aussi de poser dans l'agenda des choses concrètes et pragmatiques. Voilà. Parce que là, si vous ne le mettez pas directement sur l'agenda, ça ne va jamais se faire. Il faut un engagement de votre part, des deux partenaires. Donc il faut vraiment que vous preniez votre agenda commun et vous dites, bon alors, cette activité, je ne sais pas, là on décide de faire, d'aller faire ce voyage en Laponie, ou d'aller, je ne sais pas, en boîte libertine, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, j'en sais rien, bon, trouvez des idées, vous avez en commun, hop, et bien vous le mettez, vous le planifiez, et vous le faites. Parce que si vous ne le faites pas, de nouveau, ça ne va pas marcher. Ça, c'est vraiment c'est important, sinon ce type d'exercice n'a plus aucune utilité. Il faut vraiment que ça descende dans le concret et que vous vous engagiez à le faire. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est pour faire travailler sur la créativité, remettre un coup de mou, ça rebooste l'énergie du couple, vous remettez de l'alliance. Et il y a un côté ludique aussi, tiens, on va faire des choses qu'on n'a pas eu l'idée de proposer, parce qu'il y a de la fantaisie aussi des fois. Il y a, tiens, alors on peut faire cette activité qu'on a déjà faite, je sais pas, on peut aller refaire de la randonnée, mais au lieu de la faire, je sais pas, on peut la faire en groupe par exemple, ou on peut la faire, je vois, vous pouvez inventer des tas de choses parce que vous réfléchissez avant. D'accord ? C'est l'avantage du brainstorming. Ok. Pas de commentaires, ça va ? Alors, une soirée musicale. Alors ça, parce que moi, j'aime bien aussi... Ouais. Bonjour. Ce que j'aime bien aussi, c'est travailler sur les sens.
Donc, ce qui peut être sympa aussi, c'est que vous fassiez de manière assez ludique. Vous choisissez, pas forcément à l'avance, mais spontanément. Vous avez des playlists des fois, je sais pas. Ou alors, si vous n'avez pas de playlist, bah, vous préparez à l'avance. Mais vous lui faites choisir vos chansons, soit des chansons d'amour, soit des chansons, enfin bon bref, vos goûts musicaux, perso. Et chacun à tour de rôle se fait, c'est une soirée ça, hein. Chacun, ou une après-midi, je sais pas, vous faites écouter, ça dure environ 1 heure. Vous faites écouter chacun à tour de rôle une musique et l'autre il écoute votre musique en savourant, en faisant l'expérience d'aller dans votre monde en fait. Là c'est une idée d'aller découvrir le monde de l'autre, hein. Voilà, réciproquement, chacun se fait découvrir son monde. C'est assez ludique à faire. Alors, vous pouvez interférer avec la musique classique, faites ce que vous voulez en fait. Mais c'est je t'emmène dans mon univers, je te fais rencontrer mon univers et tu me fais rencontrer le tien ou mes nouvelles musiques que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps et je t'emmène dans mon univers. Voilà. De nouveau, il y a quelque chose d'un peu magique plutôt que de dire bah, je connais tes goûts, tu connais mes goûts, moi j'ai pas les mêmes goûts que toi. Bah, écoute, d'accord, mais on peut aussi être partenaire pour connaître et même si on n'apprécie pas toutes les musiques de l'autre, bah, prendre un temps pour s'amuser avec ça, quoi. Juste accueillir les goûts de l'autre, hein. Ça peut être rigolo, quoi. Voilà. Et puis l'autre apprécie que vous partagiez des moments comme ça, toujours pareil, ça développe l'intimité d'aller dans l'univers musical de l'autre. Moi, je pense qu'il faut plus travailler sur la poésie, sur le sensible, sur quelque chose d'un peu plus fin que toujours, on fait toujours des activités, voilà, on fait ceci, on fait cela, c'est connu. Bon, à un moment donné, faut travailler sur la créativité et sur quelque chose d'assez subtil, en fait. Et la musique, ça emporte, bien souvent. Alors, si vous voulez le faire pleurer, vous lui mettez plein de chansons mélancoliques. Ah oui. Et après, il va vous remercier, il va dire « Oh, comme c'est beau, c'est magnifique. » Non, mais ça peut être très profond, hein. Ces exercices n'ont pas l'air, mais expérimentez-les, vous allez voir, ça peut être très profond. Il y a un côté ludique, en même temps, on va dans la profondeur, dans le subtil, voilà. Alors, de la même manière, moi j'ai mis soirée musicale, hein, mais vous pouvez faire une soirée écriture. Hein. Vous pouvez vous lire des poèmes, par exemple. Là, je ne l'ai pas marqué, mais c'est la même idée, hein. Alors, chacun va choisir des poèmes de ses... je sais pas, voilà, vous allez chacun à tour de rôle lire un poème. Voilà. Vous pouvez inventer des exercices aussi, hein, ou écrire. Mais oui, pourquoi pas. Vous l'avez pas fait ça déjà? Bah, faut le faire. C'est hyper marrant à faire en plus. Soit vous choisissez des poèmes de poètes déjà existants, ou des bouts de philosophie de philosophes existants. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Ou alors vous écrivez vous-même des petits bouts de texte, voilà, et vous partagez chacun ces petits bouts de texte à tour de rôle. Voilà. Vous composez une musique pour l'autre, aussi ça je l'avais fait. Chacun compose une musique et vous chantez chacun une chanson à l'autre. Ouais, vous faites inventif. Hein. Vous inventez pas les... Non, non. Moi je le fais. Alors ça entretient le sentiment amoureux quand même, hein, juste pour dire. Hein. Oui, c'est un peu plat sinon. Hein. Si vous faites pas ça, c'est toujours un peu pareil. Hein. Donc entretient la flamme, c'est partir sur le poétique, sur la créativité, ça entretient la flamme. Hein. Ensuite, alors ça c'est un questionnaire qui existe, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui a été repris par, comment elle s'appelle, Mandy Lescatron, elle s'appelle, je crois. On la trouve sur YouTube. Je vous ai mis le lien là. Voilà. Et c'est 36 questions qui font tomber amoureux. Donc il y a une enquête qui a été faite, vous connaissez peut-être. Donc c'est des questions où on se livre en fait. Je ne sais pas si je l'ai ici. Ça reprend un peu, non, je ne l'ai pas. Mais c'est des questions, vous les avez sur Internet. Hein. C'est des questions d'intimité en fait, hein, du style dis-moi en 4 minutes tout ton parcours par exemple. Ton parcours depuis voilà, que tu es enfant, livre-moi ton parcours. Bon, par exemple, ou maintenant, si tu as une année avant de mourir, qu'est-ce que tu fais de réaliste d'important, juste une année avant de mourir. Enfin, des choses assez intimes. Hein. Et donc, comme c'est impliquant, ça, c'est un questionnaire pour découvrir l'autre. En fait, vous pouvez le faire en amitié ou si vous rencontrez une nouvelle personne. En fait, chacun répond une question, puis après, c'est toi qui réponds
C'est un pose une question, puis après vous répondez tous les deux, puis après c'est l'autre qui pose la question suivante, vous répondez tous les deux, puis après vous continuez comme ça. Et chacun répond aussi à tour de rôle, c'est pareil. Donc comme c'est 36 questions impliquantes, finalement c'est toujours pareil, ça développe l'intimité, et donc vous connaissez mieux le partenaire, et du coup ça vous donne une sensibilité. Parce que, en fait, les gens répondent sincèrement en général. Ça développe l'authenticité aussi. Vous n'avez pas commencé à raconter des cracks sur dis-moi ton parcours en 4 minutes, vous allez dire votre parcours, quoi. Vous n'allez pas raconter n'importe quoi. Donc, ça développe l'authenticité. L'authenticité développe l'intimité. Ça fait partie des ingrédients de l'intimité. Voilà. Et c'est pas mal à faire aussi, même si vous connaissez déjà, d'utiliser ce questionnaire, parce qu'il y a 36 questions, elles sont sympas. Hop. Vous le trouvez, vous faites 36 questions pour tomber amoureux, vous allez le trouver sur Internet. Ça c'est une autre, on est toujours sur l'oral, ce qu'on appelle une diade qui se fige. Bon, je vais vous le faire en rapide parce que normalement c'est ce qu'on appelle des séminaires intensifs d'éveil. Et moi pour l'avoir expérimenté, on le fait sur une semaine. Ça peut être 3, 4, 5 jours, 7 jours. Et en fait, toute la journée, une question et une seule, dis-moi qui tu es, et pendant 10 minutes, à tour de rôle, l'autre répond. Pendant 10 minutes, vous avez je réponds, toi tu dis rien, et après c'est l'autre, dis-moi qui tu es, c'est l'autre qui répond et toi tu dis rien, et ça dure une semaine. Une question et personne ne dit rien, personne ne parle, il n'y a pas de communication si ce n'est dis-moi qui tu es, on répond uniquement à cette question. Donc ça va en profondeur, pour vous dire que ça décape. Mais là, par exemple, si vous le faites en exercice de couple, vous pouvez le faire juste 20 minutes. C'est super intéressant de le faire de temps à autre. Vous faites sur 20 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ça fait 10, 20, 30, 40. En général, on fait sur 40 minutes. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et donc, il y en a un qui dit « dis-moi qui tu es », l'autre répond. Donc, il va dire quoi? Il va dire je suis quelqu'un qui aime les pâquerettes, et puis j'aime pas ci, et j'aime bien ça, et je suis ceci, et je suis pas cela. Et voilà. Vous répondez spontanément tout ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, c'est l'autre qui fait la même chose, et 10 minutes, 10 minutes. En fait, ça va vous mettre en contact avec vous, en réalité, mais vraiment en profondeur. Là. Vous ne savez pas du tout ce qui va émerger. Il peut y avoir des temps de silence aussi, c'est pas gênant. Si vous dites rien, vous dites rien, puis je sais pas, à 10 minutes, ça sonne, et après vous passez, même si vous êtes en plein milieu d'une phrase, c'est l'autre qui parle. Ou une autre question qui est sympa aussi, qui est intéressante à explorer, c'est dis-moi ce qui t'empêche d'être détendu et naturel, notamment dans la relation. Pour rajouter dans la relation, ce qui t'empêche d'être détendu et naturel. Et 10 minutes, il n'y en a qu'un qui parle, toujours pareil. Vous mettez toujours une alarme. Il faut qu'à 10 minutes, paf, ça sonne, et vous arrêtez votre phrase en plein milieu. Et là, vous développez ce qui m'empêche d'être détendu et naturel dans la relation, c'est ceci, cela, c'est pas ci, c'est pas ça. L'autre ne dit rien. Et après, c'est son tour, c'est mon tour, c'est ton tour, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, vous avez compris. Quand vous passez la parole, il n'y a toujours pas de temps de... Ça se fait tout de suite, quoi. Il n'y a pas de débrief. Alors, il n'y a jamais de débrief, là. Éventuellement, vous pouvez débriefer à la toute fin. Mais surtout pas pendant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de débrief. Pourquoi cette question est intéressante? Parce que c'est une question par la négativité. Qu'est-ce qui t'empêche? On ne te demande pas de te dire comment tu fais pour te détendre. On te demande de voir qu'est-ce qui m'empêche d'être détendu et naturel avec toi. Donc c'est beaucoup plus intéressant de passer par la négative que de dire ah oui, ce que j'aimerais pour être détendu, c'est ceci, ceci, cela. Parce que vous allez prendre conscience de ce qui vous empêche, qui vous colle des tensions dans la relation. Donc ça, c'est un exercice hyper intéressant à faire. Pour mieux vous connaître aussi, et mieux connaître l'autre. Ne l'utilisez pas après coup pour revenir sur « il a dit que »,« tu as dit que » dans la diade, « tu as dit que », parce que l'autre va se sentir manipulé. Surtout pas. Les jeux psychologiques. Alors ça, c'est moi qui l'ai inventé. L'idée, c'est de revenir sur la notion de sauveur, persécuteur ou victime. C'est-à-dire, par exemple, à la fin de la semaine, vous avez passé une semaine ensemble, d'accord? Et vous lui demandez est-ce que tu as eu l'impression de jouer au sauveur avec moi? Sauveur, vous savez ce que c'est, c'est pas je prends soin, c'est j'en fais des tonnes pour toi, quoi. J'en fais trop. Je suis comme un parent qui joue avec mon... Enfin, voilà, je te prends comme un enfant et je te prends en charge, en fait.
As-tu le sentiment de jouer à la victime? 3 questions. Ou as-tu l'impression d'être persécuteur ou maltraitant ou critique parfois? Donc soit vous posez les questions comme ça, soit c'est l'inverse. Est-ce que j'ai eu l'impression de jouer au sauveur pour toi? Est-ce que j'ai eu l'impression d'être une victime pour toi? Est-ce que j'ai l'impression d'être maltraitant ou d'être critique avec toi, persécuteur avec toi? Donc voilà des questions qui peuvent être intéressantes pour examiner si vous avez tendance à rentrer dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, où vous jouez à des jeux psychologiques, persécuteur, sauveur, victime, pour les débusquer. C'est pas pour se faire s'envoyer des reproches, hein. C'est simplement pour débusquer si vous avez plutôt tendance à être sauveur, si vous le repérez ou pas. Hein, de prendre de la distance avec ça et de dire ah oui tiens, moi j'ai plutôt cette semaine eu tendance à être plutôt sauveur, ou plutôt à me positionner en victime, à râler, à pas être contente, mais à rien proposer. Voilà, faut être honnête quoi. Faut prendre conscience de ses comportements et essayer de les pointer. Du coup, on est forcément dans un rôle. Souvent, pas toujours, mais dès qu'il y a des tensions, il y a ça. Dès qu'il y a des tensions, il y a des postures qui se promènent de sauveur, de victime ou de persécuteur. Même quand il n'y a pas de tension, de toute façon, c'est inéluctable. Hein. De temps en temps, il t'envoie une vanne, tu vois, enfin, c'est persécuteur. Hein. Alors que tu vois, où il veut faire un truc à ta place, il ne te laisse pas, tu es en train de bidouiller sur l'informatique, tu t'en sors pas. Ah bah ma chérie, passe, je vais te le faire, ça ira plus vite. Tu vois, ou ouais, je sais pas, t'as pas le temps de dire ce que tu veux, il te le fait, ou il te donne des conseils, t'as rien demandé. Enfin, ça c'est le sauveur. Tu vois. Voilà. Donc c'est bien des fois d'en parler, à quoi tu joues. Parce que quand vous débusquez ça, vous allez voir qu'il y a des rôles après. Il y en a un qui a plutôt tendance à jouer au sauveur et l'autre plutôt la victime en général. Ou un qui est plutôt persécuteur et l'autre victime. Et ce qui est bien, c'est ce que je dis toujours, c'est la mobilité des rôles. C'est pas qu'il y a toujours le même qui fasse toujours la même chose. Hein. Alors ensuite, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas mal de se rencontrer dans l'imaginaire et le poétique. Alors ça, c'est un exercice que j'adore faire. Vous prenez votre partenaire par la main, hop, vous l'emmenez dans un parc ou dans le jardin, s'il y a un jardin, dans la nature, à la mer, je sais pas, enfin bon, un endroit que vous aimez, que vous trouvez joli, quoi. Et alors, ça va être toujours à tour de rôle. Donc, il y en a un qui suit, qui accompagne, et vous le promenez dans votre univers. Et à chaque fois que vous êtes attiré par un objet, par exemple là, c'est pas très beau, mais bon, par exemple là, je suis attirée par le tableau. Eh ben, je vais dire ah ouais tiens, je vais l'emmener dans mon univers. Ce que je vois, ce que j'observe, c'est ce personnage, cette femme qui a un sourire, qui a des yeux assez rigolos. Et après, vous allez commencer à délirer là-dessus. C'est-à-dire, vous allez partir dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est pas l'observable. Et quand je vois cette femme, alors ce que j'imagine, c'est qu'elle est dans la période du Charleston. Mais moi, j'aimais bien le Charleston parce que j'aurais tellement aimé être à cette époque-là. Je me vois tout à fait dans ma petite robe de Charleston, tati tata. Alors, vous commencez à délirer là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous partez dans votre trip, quoi. D'accord? Vous saisissez un objet qui est dans le champ, qui vous plaît, et après, vous commencez à interpréter, à imaginer, à délirer un peu, quoi, par l'imaginaire. Et vous faites rentrer l'autre dans votre monde, en fait, dans votre univers. Hein, c'est ça la créativité, c'est ce qu'on appelle travailler avec l'enfant libre. Moi, j'adore les exercices où on fait travailler l'enfant libre. C'est la partie de vous qui est spontanée, qui ose, en fait, s'amuser dans la spontanéité de l'instant et dire tout ce qui lui passe par la tête, en fait. Hein. Parce que vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez dire, hein, forcément, parce que c'est spontané. Voilà. Et après, c'est... Bon, une fois que vous avez fait, je sais pas, 20 minutes, vous l'avez baladé pendant 20 minutes, à chaque fois, oh, il y a ça, oh, l'herbe qui est là, regarde l'herbe, oh, on dirait qu'il y a des lutins, oh, t'as pas vu l'herbe verte, regarde, oh, mais regarde, assieds-toi, mais regarde l'herbe. Voilà, donc vous vous amusez avec ça, et après, c'est l'autre qui fait l'inverse, d'accord? Et vous allez apprendre des choses sur l'autre, parce que chacun est dans des univers et dans des imaginaires complètement différents. Il y en a un qui peut être très enfant rieur, l'autre qui peut être très tristounet. Enfin, je veux dire, on peut tout avoir. Hein, qui peut voir des choses très profondes ou très sombres. Et puis vous êtes dans un truc très marrant. Enfin, voilà. Bon, donc, chacun son trip. Et ce qui est amusant, c'est vraiment d'aller toujours pareil à la rencontre de l'autre, dans quelque chose d'un peu ludique, et de faire travailler la poésie, l'imaginaire, la créativité. De vous rencontrer sur d'autres facettes que papa, maman, les enfants. Voilà. C'est toujours un peu pareil. Hein. Voilà.
moi, je trouve très sympa. Alors, vous pouvez faire et refaire à souhait cet exercice dans d'autres paysages. Quand vous commencez à vous lasser de votre partenaire, vous faites des trucs comme ça. Mais il faut que vous ayez un partenaire qui aime jouer. Parce que s'il n'aime pas jouer, c'est mort. Et oui, il y en a, ils ne sont pas joueurs pour un sou. Donc je vous rappelle que le cadre donne la sécurité, je fais 10 fois que j'ai la même chose, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas y échapper. Une fois que vous partez en promenade avec le cadre et les consignes, vous le faites. Et c'est pas un qui le fait et l'autre qui le fait pas. Vous faites à tour de rôle. C'est obligé. Regardez les étoiles ensemble. Voilà. Alors vous avez certainement fait ça. Vous allongez. En ce moment, c'est bien. Hop là, vous mettez quelque part la nuit, vous mettez les étoiles à la mer, vous regardez les étoiles. Bon, c'est beau, hein, mais c'est des choses assez simples qu'on peut inventer. Faire vibrer le monde sensible. Exercice pour la confiance. Alors ça c'est un autre exercice où vous emmenez votre partenaire, vous vous promenez dans la nature, mais c'est pas le même objectif. Là, c'est pour voir s'il a confiance en vous. Vous lui bandez les yeux, il y en a un qui a les yeux bandés et l'autre qui n'a pas les yeux bandés. Heureusement d'ailleurs, ça pourrait être dangereux. Donc vous marchez, mais pas très lent, hein, vous marchez à peu près normalement, hein, sur un chemin. Et l'autre, vous lui tenez la main, vous ne lâchez pas la main, et l'autre vous suit en fait. D'accord? Donc vous allez voir le niveau de confiance qu'il vous fait, parce que vous l'emmenez, il ne voit rien, hein, il ne triche pas. Vous l'emmenez sur des chemins, voilà. Alors quand il y a un arbre là, hop, là, vous soyez sécure en fait. D'accord? C'est pour voir s'il vous fait confiance. Et s'il peut s'abandonner à vous en fait, en toute sécurité. Donc voilà, vous gérez la distance, vous ne l'envoyez pas dans les choux, ni vous faites attention à lui. En fait, vous prenez soin de lui et lui montre s'il a confiance ou pas. Et après, vous faites un débrief sur sa promenade. En général, c'est des promenades qui durent un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Vous baladez pendant 20 minutes, une demi-heure, c'est assez sympa, à la fraîche le soir. Et après, c'est sur le retour, c'est l'autre qui a les yeux bandés et il fait la même chose. Il vous accompagne, il vous suit en fait. Alors voilà, et vous pouvez le balader, faire toucher des petites fleurs, des herbes, par exemple, hein. Ou pas, c'est vous qui voyez. Vous l'avez jamais fait ça? Vous n'avez pas fait d'exercice comme ça? Non? Ah, c'est hyper drôle à faire, faites-le, hein. Franchement ça vaut le coup. Les exercices où on laisse l'autre tomber. Ouais, alors ça aussi c'est... Oui, c'est... tu te mets devant comme ça et l'autre doit tomber sur toi. Donc toi tu es stable, hein, parce que sinon c'est... ou plutôt en arrière, non? C'est ça. Oui, il doit tomber, il se met dans l'eau et toi tu le tiens comme ça, voilà. Tu dois vérifier s'il te fait confiance ou pas. Voilà, tu l'accueilles et tu es stable sur tes jambes parce que s'il se casse la gueule, voilà. Et donc vous allez voir le niveau de méfiance ou de confiance. Donc s'il a peur de s'abandonner, il va faire j'y vais pas. Et s'il est super confiant, il va je m'abandonne dans tes bras, je sais que tu vas me recevoir avec tes gros bras costauds et solides, voilà. Donc vous voyez le niveau de méfiance, confiance. Alors selon les histoires d'enfance, d'abus, de machin, tout ça, il y en a qui font confiance, il y en a qui sont hyper méfiants. Il y a des gens qui sont ultra méfiants. Ils ne font pas exprès, hein, c'est comme ça. Mais ça, c'est aussi un exercice, celui-là, là, d'aller se balader dans la nature avec les yeux bandés. Si vous ne trichez pas... Si vous ne prêchez pas et vous ne marchez pas au pas, vous allez voir, il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec ce type d'exercice. Ils disent, oh là là, il va m'emmener. Et puis il y en a qui sont là, oui, ben voilà. Et après, vous allez voir, c'est sympa de marcher comme ça, parce que quand vous avez les yeux bandés, vous n'avez plus du tout vous n'avez pas la vision. Donc vous sentez les odeurs, vous êtes complètement dans un autre monde. Hein. Mais alors c'est complètement différent. Vous ne savez pas ce qui vous arrive, vous ne savez pas où vous êtes. C'est vraiment un autre champ d'exploration, quoi. Et c'est intéressant de voir, tiens, il me promène, voilà, là je suis obligée de lui faire complètement confiance pour le coup. Voilà. À explorer. Alors, un exercice sensoriel. Alors là, c'est autre chose. C'est pour augmenter la sensorialité. Donc, vous allez chacun vous promener dans la nature. Vous allez trouver des objets dans la nature. Soit des objets qui sont rêches, des objets qui sont doux. Je sais pas, des plumes, de l'herbe,
des brindilles, ce que vous trouvez en fait. Hein. Vous dénichez des objets qui ont un toucher différent, qui font du bruit différent. Il peut y avoir des objets qui font du bruit, d'accord, et puis des objets qui ont des odeurs aussi à sentir. Parce que vous allez en fait revenir avec votre panier avec tous les fruits que vous avez récoltés. Et puis, il y en a un qui va s'allonger au sol, il va avoir les yeux bandés, et vous allez voilà, vous mettre à genoux, et vous allez lui faire un exercice de sensorialité, c'est-à-dire lui faire goûter, ou entendre, ou sentir tout ce que vous avez ramené. Ça dure de nouveau 20 minutes, une demi-heure, c'est assez sympa à faire. Donc vous lui faites les petits bruits, par exemple, son oreille là à côté, voilà, ça fait tel bruit, tel son, voilà. Donc il faut prévoir des sons différents. Vous pouvez lui faire aussi des petites chansons, voilà, faites des bruits de voix, comme ça, de temps en temps, pour vous amuser un peu. Hein. C'est une exploration sensorielle, d'accord ? Il faut que ce soit surprenant en fait. Après, pareil pour les odeurs, vous ramenez des odeurs différentes, des senteurs différentes, voilà, vous mettez tout le nez. Mais il faut que ça reste agréable quand même. Hein. C'est pas, ça peut être surprenant, mais il faut que ça reste quand même des odeurs qui ne sont pas agréables, mais c'est pas pour lui faire du mal, hein. C'est pour prendre soin de la relation, n'oubliez pas, hein. C'est pas un truc de malveillance. C'est pour être dans la surprise et dans la sensorialité, parce que quand vous avez les yeux bandés, vous développez que la sensorialité. Et souvent, c'est un champ qui est réduit, en fait, qui se réduit chez les adultes. Donc, c'est vraiment intéressant de jouer à augmenter la sensorialité. C'est une préparation à l'amour charnel, hein, entre autres. Pas que, mais et aussi à la dégustation des papilles, etc. Voilà. Et vous pouvez aussi lui faire goûter des choses, mais qui sont digestibles. D'accord ? Alors, soit vous pouvez le faire comme ça, vous ramenez des objets dans la nature, ok. Soit vous pouvez faire un repas sensoriel, d'accord. Toujours pareil, il y en a un qui a après c'est l'autre, hein, il y en a un qui a les yeux bandés, et pendant un quart d'heure, vous lui faites. Alors là, c'est que goûter ou sentir des mets, je sais pas, différents. Hein. Donc, il doit découvrir sucré, salé, amer, de l'eau, je sais pas quoi, du chocolat, non, tout ça, enfin voilà. Mais alors, c'est des tout petits bouts, hein, faites pas des gros. Il doit pas, c'est vraiment goûter. Donc, goûter, c'est des mini bouts. C'est juste pour goûter. On est dans le subtil, hein, vous faites pas des. Vous lui donnez pas à la fourchette. C'est pas manger tout un repas, hein, c'est juste goûter des petits mets comme ça, plein de choses différentes. Voilà. Et après, c'est l'inverse, on fait l'inverse. Voilà, celui qui expérimente a les yeux bandés, parce que c'est assez amusant à faire une soirée comme ça. On avait fait un jour de l'an comme ça, on avait demandé aux partenaires de se bander les yeux. C'est assez rigolo. Ça non plus, vous n'avez jamais fait des choses comme ça ? Non ? Ah, c'est assez marrant à faire. Exercice découverte. C'est ce qu'on fait, hein, c'est des exercices tantriques en fait. Hein. On fait ça dans les sages de tantra pour, pas toujours, mais de temps en temps, pour augmenter la sensorialité plutôt que d'être trop dans l'oral. Le verbe, le problème du verbe, c'est que parler, ça disperse l'énergie en fait. Hein. Quand vous parlez, vous racontez, dati, tata, nani, nana, vous décentrez en fait. La sensorialité, ça augmente un champ, hein. C'est un autre champ. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, augmenter la sensorialité et lâcher la parole, c'est extrêmement intéressant dans la relation, hein, à vous et à l'autre. Déjà vous, parce que vous allez vous découvrir sous d'autres facettes. Et puis, dans la relation, ça peut être vraiment un cadeau que l'autre vous fait, que de vous faire découvrir des nouveaux goûts, des objets. Puis, c'est très créatif. Voilà. Alors, danse et écriture. Voilà, c'est marrant, ça. Moi, j'aime bien faire aussi cet exercice. Vous choisissez une musique tonique, tintin, un peu funky, je sais pas quoi, enfin un truc que vous aimez bien, et vous dansez pendant 10 minutes, un quart d'heure, là, vous chauffez, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et après, sans parler, tout de suite après, vous passez directement au dessin. Vous prenez une feuille de papier, dessin, et vous dessinez spontanément ce que vous avez envie de dessiner, en fait, peu importe. Vous laissez, alors, l'écriture spontanée ou le dessin spontané, il n'y a pas de temps de réflexion. C'est spontané, c'est comme les enfants. Vous n'allez pas vous dire, je vais faire un beau dessin. Non, vous faites ce que la main veut dessiner.
Donc on ne sait pas où ça va en fait, il n'y a pas d'objectif, ça ne doit pas être beau, il n'y a pas de résultat, c'est vraiment de l'écriture spontanée ou du dessin spontané, là c'est du dessin. Vous prenez vos crayons de couleur là et hop, vos feutres et vous dessinez comme les enfants, vous dessinez ce qui vient, après la danse. Parce qu'il y a une énergie qui a circulé, vous dessinez ce qui émerge en fait. Hein. Donc là vous faites travailler l'enfant libre. Vous développez la spontanéité, puis après vous partagez vos dessins, puis après vous accrochez vos œuvres. Évidemment, vous les prenez en photo, voilà, c'est vos œuvres. Et oui, c'est intéressant de faire des choses comme ça, de s'en souvenir des années après. Ah voilà, c'est nos dessins. Voilà. Ça redonne de l'essor à la relation, de la créativité, quelque chose qu'on partage un peu original. Ça aussi, j'avais fait cet exercice il n'y a pas très longtemps. C'est prenez un dessin chacun en même temps. Hein, et vous dessinez spontanément le parcours. Je ne sais pas si ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Bah, vous dessinez, il faut une grande feuille. Hein. Pour vous, les 8 années, enfin les événements, voilà, les 8 années de votre parcours ensemble, de la relation. Chacun dessine, comme il veut d'ailleurs. Hein. Ça peut être une spirale, ça peut être... voilà, mais c'est un dessin, c'est pas écrire hein, ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui vous revient à la mémoire du parcours de chaque année. Par exemple, l'année 1, il s'est passé ça, je me rappelle qu'il s'est passé ça, l'année 2, il s'est passé ça, et vous dessinez ça sur le nombre de temps que vous avez passé en commun. Ça, c'est assez marrant aussi. Puis après, vous débriefez. Hein. Vous dites, ah bah voilà, moi j'ai dessiné ça. Oh, tu te souviens, il s'est passé ça. Oh, mais ça m'a marqué. Ah, mais ça t'a marqué, ça, je te rappelle plus, tiens. Ah, mais si, c'est passé ça. Donc, vous allez voir ce qui a marqué l'un ou l'autre. C'est assez amusant à faire aussi. Et en général, c'est pas forcément la même chose. Des fois, c'est la même chose, c'est pas toujours la même chose qui nous a marqué. On fait pas le même voyage. Ça, c'est très marrant dans ces exercices. Vous allez voir que vous vivez des choses en même temps, mais que chacun fait son voyage en mode solo. Et même si vous avez l'impression par moment que vous vivez la même chose, vous traversez la même épreuve, vous êtes contents tous les deux, pas du tout. Chacun va se souvenir de quelque chose qui l'a marqué et ça n'a rien à voir avec l'autre souvent. Chacun dans son histoire fait son voyage personnel en fait. Hein. Alors, un exercice pour travailler sur la présence. Ça c'est génial. Alors, ça c'est vraiment souvent des exercices qu'on fait faire dans les salles de tantra. Ça augmente la connexion. C'est-à-dire, c'est des exercices, là on rentre dans le non-verbal. Donc, vous vous asseyez soit par terre, oui en général par terre, sur un coussin, sur un lit, enfin quelque chose où vous êtes droit comme ça, et vous vous regardez, sur une chaise, hein, mais en face à face, vous êtes face à face, d'accord ? Vous avez, je sais pas, vous n'êtes pas très loin, hein, vous allez vous regarder en face. Donc vous êtes à une distance, je sais pas, comme ça quoi. D'accord ? Vous avez, je sais pas, 30 cm en face de vous. Et vous vous regardez dans les yeux. Alors, quand vous vous connectez par le regard, vous ne devez pas vous échapper du regard. Vous avez un quart d'heure. Donc, pendant un quart d'heure, vous ne faites pas... Non. Vous vous regardez, vous restez en face. Vous maintenez le regard. Donc ça, vous faites travailler la présence. Hein. C'est très rare quand on fait ça avec l'autre. Alors, cet exercice... Pendant que vous le faites, vous ne partez pas chez l'autre, vous restez chez vous. Ça vous oblige à apprendre à rester chez vous, au lieu de partir sur l'autre. Parce que la tendance, quand on regarde l'autre, c'est « Ah, il pense quoi de moi ? Tiens, qu'est-ce qu'il vit, lui ? Il pense à quoi ? Il se dit quoi sur moi ? Peut-être qu'il est en train de penser que là, j'ai un défaut, là. Oh merde, puis là, il doit s'ennuyer, dis donc. Ah, puis là, oh mince alors, voilà. Donc souvent, on est dans qu'est-ce qu'il évalue, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il juge, à quoi il est, peut-être qu'il pense à ceci, à cela, et vous partez dans un trip et vous vous quittez. Donc dans cet exercice, l'objectif, c'est comme en pleine conscience, c'est une méditation, d'ailleurs c'est une méditation du regard, donc vous allez vous fasciner par vous. Donc vous allez observer, quand vous voyez que vous partez chez l'autre, vous revenez chez vous. Vous voyez les commentaires, vous revenez chez vous. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je pense ? À quoi je pense ? Qu'est-ce que je vis ? Quelle expérience je fais ? Et là, vous observez. Voilà. J'observe que je me dis qu'il est en train de penser à sa copine. Hop, je reviens chez moi. Qu'est-ce que je sens ? Je sens que là, ça me gratte. Je sens que je fatigue. Je sens que j'ai envie de m'échapper. Voilà, vous revenez chez vous. Et vous restez là, en face. D'accord ?
Donc la fascination n'est pas chez l'autre, pour l'autre, elle est pour vous, pendant un quart d'heure. Et en même temps, vous êtes en connexion. D'accord ? Extrêmement important de revenir chez soi tout le temps. Ça va vous apprendre ensuite, par la suite, quand vous êtes en contact avec l'autre, de rester chez vous et pas de partir toujours sur qu'est-ce qu'il pense de moi, et qu'est-ce qu'il vit, et qu'est-ce qu'il dit, et qu'est-ce qu'il sent, et qu'est-ce qu'il pense, et qu'est-ce qu'il pense. Vous êtes chez vous. Vous ne vous perdez pas votre centre. Ça, c'est extrêmement important. La plupart des gens perdent leur centre dans la relation. Voilà. Donc, faites ça. Puis après, vous débriefez à la fin de l'exercice. Un quart d'heure, voilà, et après, vous débriefez de votre vécu, votre expérience, ce que ça vous a fait. Une variante de cet exercice, mais vous le faites en première fois comme ça. Quand vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire en mode simple. D'accord ? Je te regarde, on se regarde, d'accord. Déjà, c'est impliquant. Après, dans un deuxième temps, vous le ferez avec cette consigne. Regardez l'autre comme soit pour la première fois. Vous ne faites pas les deux consignes en même temps. Soit vous faites un jour, regardez l'autre comme pour la première fois. Vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne savez pas qui c'est. Donc vous ne lui parlez pas, hein, vous le regardez, vous faites que le regarder. Et c'est la première fois que vous découvrez cette personne. C'est vraiment la toute première fois. Vous ne l'avez jamais vue. Découvrez son visage, découvrez cet être qui est devant vous. Voilà. Et vous vous laissez surprendre par ce qui vient pendant un quart d'heure. D'accord ? Et puis, un autre jour, vous faites le même exercice, mais comme si c'était la dernière fois que cette personne va mourir dans quelques secondes. Enfin, à la fin de l'exercice, elle va mourir. C'est la dernière fois que vous la voyez. Et donc, avec cette intensité-là, vous restez connecté par le regard avec elle. Et n'oubliez pas que c'est la dernière fois que vous la voyez. D'accord ? Et vous voyez, toujours pareil, vous êtes fasciné par qu'est-ce que ça vous fait dans l'expérience de la regarder comme si c'était la dernière fois. Donc ce sont des expériences à vivre, et notamment pour les couples qui sont longue durée, qui n'ont pas l'habitude de faire ça. C'est une pratique qui vous permet ensuite d'avoir l'habitude de temps à autre de regarder l'autre avec une intensité incroyable, comme si vous le découvriez pour la première fois. C'est toujours la première fois, c'est jamais quelqu'un de connu, ou c'est toujours la dernière fois. C'est pareil, hein. Ça ramène de l'intensité, ça ramène du désir, ça ramène une flamme neuve, parce que l'autre est toujours un inconnu, c'est quelqu'un qui bouge, hein. Personne n'est stagne, donc n'est fixe, donc on est des êtres mouvants. On évolue, on bouge tout le temps, sans arrêt, sans arrêt. Tout est mouvant, il n'y a rien qui est fixe. Donc, c'est très intéressant ce type d'exercice parce que vous apprenez à naviguer avec le mouvant sans donner de la fixité à « je te connais, tu me connais, je sais que, tu sais que, nous savons que, nous sommes sûrs que, nous anticipons que ». Non, on arrête avec ça, on met ça de côté et on découvre l'autre avec une intensité, une vraie présence. On fait travailler sur la présence et vraiment, on découvre comme si c'était une merveille, un nouveau-né, avec la fraîcheur de l'instant. Vous pouvez faire la même chose quand vous faites l'amour, c'est toujours la première fois ou toujours la dernière fois. Vous verrez, ça fait remonter le désir. Ou pas. Ah oui, ça c'est super marrant à faire. Là, on est plutôt dans le ludique. Chacun de son côté écrit son portrait. Enfin, son portrait, c'est vous faites une colonne, 2 colonnes. Mes qualités, mes défauts. Ce que je sais de moi. Je suis quelqu'un qui a telle qualité, je suis quelqu'un qui a tel défaut. Et votre partenaire fait pareil, d'accord ? Ensuite, vous renversez. Vous reprenez cette feuille, vous reprenez un nouveau papier et vous marquez exactement l'inverse. C'est-à-dire vous faites l'anti-portrait. Votre anti-portrait et l'autre fait son anti-portrait. D'accord ? C'est-à-dire toutes les qualités, vous inversez. Par exemple, je suis quelqu'un de fiable, vous devenez quelqu'un de non fiable, d'accord ? Vous êtes quelqu'un de plutôt généreux, vous devenez avare. Vous êtes dans vos défauts, vous êtes quelqu'un de suspicieux, vous devenez naïf, etc., etc. Donc vous reprenez exactement tout ce que vous avez écrit, mais vous inversez tout, d'accord ? Et vous prenez ce nouveau document, qui est l'anti-portrait, et vous allez, pendant une demi-journée, en même temps, ça c'est hyper marrant à faire, hein. Partez vous balader, une demi-journée. Et pendant une demi-journée, chacun en même temps joue son anti-portrait. Vous avez compris ? Vous ne jouez pas votre portrait, évidemment. Hein. Vous jouez votre anti-portrait, c'est-à-dire tout ce que l'inverse de ce que vous êtes, en fait. En même temps. Voilà. Vous allez voir, c'est une expérience à vivre. Tout à fait originale. Ça va pas être évident. Si, une fois que tu as la liste, que tu as vraiment fait, tu vois, en général, tu as 10-15 items, tu vois, sur les 2 colonnes.
tu renverses les 10-15 items, tu prends un temps pour rentrer dans le personnage. Tu joues un rôle en fait. Il y a le personnage inverse. Et tu vas voir, c'est hyper marrant à faire ça. Ah non, c'est très très drôle. C'est vraiment, en plus, il faut vraiment le jouer, mais au moins 2 heures, quoi. On doit éclater de rire. Ah mais c'est très drôle. Mais oui, c'est drôle. En plus, chacun rentre dans son personnage, quoi. Alors, vous faites des trucs ensemble, dans le personnage inverse. Moi, je ne suis pas du tout fiable. Alors, de fiable, tu ne deviens pas du tout fiable. Tu fais tout ce que tu veux, tu vois. Oh, bah, j'ai envie d'aller là, moi. Alors, tiens, alors, allons là. C'est hyper drôle à faire. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est extrêmement pertinent. C'est pas... Les jeux de rôle sont d'une incroyable de pertinence parce qu'ils vous font expérimenter exactement ce dont vous avez besoin d'expérimenter. Si par exemple, vous êtes, par exemple, moi, dans l'anti-portrait, en général, je suis quelqu'un de très efficace, très discipliné, etc. Quand je me mets à jouer l'inverse, je joue la fille qui rien n'est efficace, tout est inutile, je ne fais que des choses inutiles qui ne servent à rien, qui n'ont aucun résultat à tenir. Voilà, bon. Et hop là, alors ça donne un côté complètement léger, rigolo, quoi. Et d'abord pour vous, c'est sympa à vivre parce que ça vous fait explorer une polarité que vous avez et que vous ne connaissez pas et que vous devez développer. Parce que si vous êtes trop, par exemple, moi je suis trop efficace, eh ben, je suis toujours à l'arrache, en train de faire 10 000 trucs à la fois, j'obtiens toujours des résultats, je réussis tout, mais je me fatigue. Et donc je ne fais pas assez de choses inutiles et plaisantes en profitant, par exemple. Donc moi, ça me fait expérimenter exactement ce dont j'ai besoin d'expérimenter, en fait. Et dans la relation, puisqu'on est sur la relation, ça vous permet de connaître l'autre sur un angle que vous ne connaissez pas, mais qui existe aussi chez lui, à part que c'est minimaliste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super intéressant. C'est pas que cette polarité n'existe pas, c'est qu'elle existe, mais en mode petit, ou que l'autre ne veut pas reconnaître qu'il est aussi comme ça. S'il se dit, moi je suis fiable, je suis fiable, je suis fiable, en fait, pas toujours. Moi je suis quelqu'un qui écoute, bon, il y a des moments où il n'écoute pas du tout, mais il ne veut pas se voir comme ça. Et donc ça lui fait aussi se rencontrer sur des facettes qu'il ne veut pas reconnaître et qui est aussi. Parce qu'on a toutes les polarités en fait. Mais parfois on ne les développe pas assez. Ou parfois on ne les reconnaît pas. On les juge en fait, ces polarités négatives. On dit, ah oui, moi je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas être quelqu'un qui trahit, je ne veux pas être quelqu'un de pas fiable, nan. Bon bah oui, mais on est aussi ça et ça peut être intéressant de développer ça. Voilà. Parce qu'on est tout et son contraire en réalité. Hein. Donc ça vous permet d'avoir une malléabilité sur votre personnalité plutôt que d'être toujours rigide, là, je suis comme ça, je suis comme ça. Et ça vous permet de jouer surtout. C'est extrêmement ludique, hein. Vous allez vous marrer à faire ça. Franchement, c'est hyper drôle à faire. Voilà. Alors ça, c'est des choses qu'on fait qui prennent peu de temps en fait. C'est une demi-journée. Là, c'est, je sais pas, vous avez passé une journée un peu dure, là, vous en avez marre, vous avez envie de vous marrer. À la fin d'une journée, à tour de rôle, vous rentrez dans le rôle de votre partenaire. C'est-à-dire, par exemple, vous jouez votre femme et elle vous joue. D'accord? Mais par exemple, dans la journée, vous avez passé une journée ensemble, donc elle rejoue comment tu t'es comporté dans la journée. Vous l'imitez en fait. D'accord? Chacun imite l'autre. Dans ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Bon alors, ah bah alors je crois que c'est comme ça. Alors, vous l'imitez vraiment quoi, dans ses paroles, ses gestes, ce qu'il a préoccupé. C'est hyper drôle à faire. Vous jouez le personnage et l'autre qui se voit être imité. C'est vraiment, ça fait vraiment prendre de la distance. Il y a de l'autodérision normalement. Hein. Si vous avez un peu de capacité d'autodérision, c'est assez marrant quoi. Parce que l'autre cerne vraiment les petits côtés qui sont votre personnalité, que parfois vous ne voyez pas parce qu'il exagère les traits. Hein. C'est l'idée de surjouer les traits en fait. Hein. Donc c'est très très drôle à faire. Voilà. Donc tu te joues moi, je te joue toi, et c'est très sympa et c'est très ludique et ça vous apprend des choses sur l'autre ou ce qu'il a compris sur vous. Ce que vous ne percevez pas que lui l'a vu. C'est très marrant. Alors ensuite, il y a des exercices sur la sexualité qui sont, pour explorer le champ de la sexualité. Je vous rappelle que c'est très intéressant parce que souvent il y a des blocages dans la sexualité, pas toujours. Soit ça vous permet d'augmenter, de découvrir des nouvelles choses ensemble, donc de partager du nouveau ensemble, soit de débloquer ce qui est bloqué. Là, c'est un massage. Hein. Donc, il y a un masseur à masser. Par exemple, l'un masse l'autre pendant 20 minutes.
Et à chaque fois, alors là, le massé, il dit tout le temps, il n'arrête pas de parler pendant le massage. Et à chaque fois qu'il y a un geste qui passe, il dit oui, il a deux choses à dire. Oui, non, oui, non, oui, non. Soit il dit oui, soit il dit non. Quand c'est agréable, il dit oui, ça veut dire continue en fait. Hein. Il ne dit pas continue, il dit oui. Quand il dit oui, ça veut dire qu'il est content. Vous faites un bon geste pour lui, ça lui va bien. Et quand il dit non, c'est que c'est pas top. Voilà, c'est pas très agréable, c'est pas ferme, c'est pas comme ça qu'il voudrait être massé. Donc là, quand il dit non, il dit pas ce qu'il veut là dans cet exercice. Il va pas dire bah non, plus doux, plus lent, ici, pas. Il guide pas, mais ça vous oblige à prendre une autre direction. D'accord ? Donc quand il dit non, vous allez faire autre chose. On est toujours dans le. Il n'y a pas de parole autre que oui, non, pour le masser. Mais par contre, il doit tout le temps dire oui ou non, oui ou non. Il doit ne pas s'arrêter de parler. Il ne doit pas dire pendant 5 minutes, je dis rien, je me laisse faire, c'est bien. Non. Il doit tout le temps dire oui ou non. Si c'est bien, il dit oui. Si c'est pas bien, il dit non. Donc ça oblige à dire non, en fait. Parce que le problème dans la relation, c'est que vous ne savez pas dire non. Beaucoup de gens qui ne savent pas dire non. Parce qu'ils n'osent pas blesser en disant « Ah, si je lui dis que son massage, j'aime pas quand il me passe par là, putain, c'est désagréable ici, il ne sait pas faire. Hein. » Alors vous avez peur de le blesser, de le vexer comme un pou. Parce que déjà qu'il fait un truc pour vous sympa, alors si en plus vous dites « J'aime pas comment tu me touches », et bien là, l'exercice est fait pour ça. Détendez-vous, le cadre, c'est ça, il est fait pour oser dire oui et dire non. Donc vous dites non quand c'est pas agréable, il changera de direction. Bon, et s'il continue à faire quelque chose qui n'est pas agréable, vous dites non. Donc il va faire autre chose. Il va finir par découvrir ce qui est bien. Donc ça peut être plus lent, ça peut être plus rapide, ça peut être on passe sur les pieds, puis après à la tête. Enfin voilà, vous changez de direction, vous changez de rythme, vous changez de fermeté, plus appuyé, moins appuyé, voilà, ok ? Et après, soit le jour même ou un autre jour, vous changez. Il ne faut pas que ce soit qu'une personne qui passe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant à faire et ça vous permet aussi d'apprendre à faire la même chose dans le champ de la sexualité. Quand vous faites l'amour, vous pouvez aussi, par moment, utiliser ce type d'exercice. Donc faire l'amour en faisant un exercice, c'est possible, en disant oui, non, oui, non, oui. Mais commencez par faire simplement du massage. Entraînez-vous avec le massage. Déjà, c'est énorme sur le massage. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu rigoles. Pardon ? Ouais, mais quand vous faites un exercice cadré, c'est différent parce que c'est une exploration. Donc en même temps, vous faites quelque chose, vous faites de l'amour, et en même temps, vous savez qu'il y a une consigne sur laquelle les deux partenaires se sont mis d'accord pour explorer. Bon, c'est un peu différent. Hein. Alors, ça c'est hyper sympa. Ça c'est un exercice que je fais extrêmement souvent. Alors ça, vous prenez toujours pareil, une alarme, hein, 5 minutes, ou 10 minutes, comme vous voulez. Donc à tour de rôle, ce qu'on appelle le yin et le yang, il y en a un qui demande à l'autre de faire tout ce qu'il veut. Voilà, donc vous êtes allongé sur un lit, et l'autre est à votre service. Il n'a pas le choix de faire autrement que ce que vous voulez. Il n'a pas le droit de dire non, en fait. Il doit dire oui. Donc pendant 5 minutes ou 10 minutes, vous vous mettez d'accord sur 5 minutes, c'est 5 minutes. Mais 5 minutes, ça sonne à 5 minutes. Vous mettez l'alarme, ding, 5 minutes, et hop, de nouveau, ça s'arrête en plein milieu. S'il y a un mouvement, vous arrêtez, vous continuez, vous ne terminez pas. Hein. Vous êtes en plein mouvement, vous arrêtez, c'est le tour de l'autre. D'accord ? Donc 5 minutes, vous lui demandez tout ce que vous voulez qu'il fasse. Par exemple, tiens, caresse-moi la tête, d'accord ? Comme ça. Et alors là, vous demandez, si vous ne caressez pas bien la tête, là vous dites, c'est pas comme ça. C'est je veux que tu me caresses avec les deux mains, et je veux que tu me caresses sur le devant, et voilà. Et là vous guidez, d'accord ? Et puis si vous ne guidez pas, il s'arrête. C'est-à-dire, tant que vous ne dites rien, il ne bouge pas. C'est-à-dire, il ne fait pas quelque chose sans que vous ayez demandé quelque chose. Donc celui qui est au service ne fait pas seul, ne fait pas ce qu'il veut faire, ne fait pas ce qu'il a l'intention ou ce qu'il croit savoir qui est bon pour l'autre. Tant l'autre ne dit rien, il ne fait rien, il ne bouge pas. Donc si par exemple il dit caresse-moi la tête, alors caresse la tête, tant qu'il ne dit rien de différent, vous restez 5 minutes sur la tête, hein, bougez pas.
Si au bout de 5 minutes, il n'a rien dit, ben, c'est son problème. S'il dit, ah ben non, j'aurais préféré que tu me caresses la main, tant pis pour toi. Hein. T'as qu'à le dire. D'accord ? Voilà, ça vous apprend à guider et à savoir ce que vous voulez. À prendre conscience de qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que j'ose dire et qu'est-ce que j'ose pas dire. Donc vous êtes responsable de votre bien-être et de guider l'autre, de demander ce que vous avez envie. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas dans cet exercice, d'accord ? Voilà, ça c'est extrêmement important. Et puis dès que ça sonne, paf, c'est l'autre qui demande. Alors ça peut être un toucher, hein. Là j'ai parlé de touche-moi la tête ou touche-moi la main, ça peut être un massage, ça peut être n'importe quoi, hein. Chante-moi une chanson, ça peut être tiens, mets-toi debout, fais-moi un striptease, ça peut être... mais l'autre est à votre service, donc il fait ce que vous voulez, pendant 5 minutes. Donc c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous passe par la tête pendant les 5 minutes, il fait ce qu'il veut. Il vous demande, et vous n'avez pas le choix, vous dites oui. Avec plaisir, je suis à ton service, je fais tout ce que tu veux, d'accord ? Donc évidemment, ça fait travailler sur la créativité parce que vous ne savez pas 5 minutes avant ce que vous allez avoir envie pendant les 5 minutes. Vous ne pouvez pas le savoir, puisque c'est au fur et à mesure que l'envie va venir. Hein, ça fait vraiment travailler sur l'enfant libre, c'est que vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce que vous allez ressentir dans 3 minutes. C'est à la minute qui vient que vous sentez quelque chose et qu'il y a une idée qui vous vient, qui est « Ah, bah maintenant, tu m'as assez caressé la tête, maintenant, je voudrais que tu me caresses le pied. » Vous pouvez le savoir à l'avance. Hein. Voilà. Donc, ça vous fait beaucoup travailler sur la spontanéité et sur la capacité de demander et de guider sur ce que vous aimeriez, de découvrir des choses que vous aimeriez, voilà, et d'inventer aussi des choses que vous n'osez pas demander. Très créatif. Donc, ça dure une demi-heure, 1 heure. En général, c'est plutôt parti pour 1 heure, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Vous avez vu, c'est toujours à tour de rôle. Et hop, dès que ça sonne, hop, vous changez de rôle sans crier gare. Il n'y a pas de temps de parlotte, on ne parle pas, on ne fait que jouer à cet exercice. Il peut y avoir un temps de débrief à la fin, ou pas, voilà. Et la variante, alors il faut avoir du temps. Hein. Vous prenez une demi-journée... et vous emmenez votre partenaire. Alors, c'est une demi-journée, c'est un qui est au service, et une demi-journée, c'est l'autre. Ça peut se faire sur un jour ou sur une demi-journée. Il y a toujours le même qui est au service et le même qui reçoit. Un qui reçoit et l'autre qui donne, en fait. Hein. On appelle aussi maître-esclave. On s'en fout. Mais celui qui donne, donne avec joie. Et en général, il répond, quand l'autre lui fait une demande, est-ce que tu peux... me chanter une chanson avec joie. Il fait toujours avec joie. Hein, il est au service, donc il le fait avec plaisir, avec son cœur. Il est content d'être au service. Et même s'il n'est pas content, il est content. Parce que ça, c'est le but du jeu, c'est vraiment, quand on est au service, même si on se dit, oh là, j'ai pas envie, hein, ça fait 1 heure que je fais ça, j'ai plus envie de lui faire. Et bien, quand on rentre dans son cœur et qu'on est vraiment au service, on le fait avec son cœur. Et on a plaisir à contribuer pour l'autre. Voilà, je vous le dis. Faites l'expérience, vous verrez. À un moment donné, ça se transforme. Même quelque chose qu'on se dit, oh là, ça m'ennuie, j'ai la flemme et tout. Vous mettez à votre... Voilà. Et bien, il y a un moment donné, si vous faites avec le cœur, vous faites avec joie, et bien, vous le faites avec joie, vraiment. Voilà, des exercices qui sont amusants et très impliquants. Alors, faire monter l'érotisme. Ça, par exemple, exercices qui ont été inventés, qui sont pas mal. Pour faire monter l'érotisme, par exemple, il y a la femme qui s'allonge dans un lit, dans l'obscurité, d'accord ? Et pendant 1 semaine, par exemple, il ne doit pas toucher son corps, il doit juste, dans le premier jour, il rentre dans la chambre, il l'observe, il la regarde de loin, hop là, et il sent son désir ou son non-désir pendant 1/4 d'heure, d'accord ? Elle ne bouge pas, hein, elle reste ça, immobile, là, sur son lit. Et voilà, et le lendemain, pareil, il s'approche un tout petit peu plus près, et voilà, il la regarde un peu plus, de plus près, et toujours pareil, il observe s'il sent son désir, son désir. Et chaque jour, il s'approche un peu plus, il commence à lui toucher le visage, il a le droit qu'à lui toucher le visage, un peu les mains, pas plus. Voilà, de nouveau pendant 1/4 d'heure, et 1/4 d'heure, 20 minutes, et il voit de nouveau ce qu'il ressent. Et petit à petit, il touche toujours un peu plus, un peu plus. Voilà. Vous avez compris, c'est en fait, ça fait monter le désir que de prendre du temps, au lieu d'aller sur directement la génitalité. Parce qu'en général, les personnes qui vont dans la sexualité vont trop vite dans la génitalité ou répètent toujours le même script de préliminaire et ne savent pas faire monter l'érotisme. Vous avez terminé avec l'ordinateur ? Je termine. Non,
non, j'ai pas terminé, mais j'en ai bientôt fini. Mais finissez. J'en ai pour pas très longtemps. Pas de souci. Alors oui, après, mais alors là on est dans quelque chose, heureusement, parce que là on est dans les choses un peu hot. Massage du sexe. Alors, pour l'homme et pour la femme, hein, vous pouvez faire que du massage, que uniquement sur le sexe de l'homme et sur ou sur le sexe de la femme. Mais il y a deux possibilités. Soit vous avez une intention de réparation. À ce moment-là, c'est un peu comme du shiatsu. Je ne sais pas si vous connaissez, vous travaillez sur les points d'acupuncture, où vous posez vos mains. Ça se prend. Hein. Enfin, il y a des techniques pour faire un travail de réparation, un massage de réparation sur le sexe de l'homme ou de la femme. On ne cherche pas à exciter l'autre. On cherche simplement à toucher pour réparer, pour soigner, pour prendre soin de ces organes génitaux qui souvent ont été maltraités, abusés, etc. Donc on est vraiment dans un travail de réparation. On pose délicatement les mains, on ne cherche absolument pas à exciter, on n'est pas dans l'intention de faire monter le désir. C'est plutôt, voilà, comme on touche, je vous dis, ça peut être un massage en shiatsu, ça peut être simplement en touche, comme ça, voilà, on enveloppe. Bon, après je ne vais pas vous donner les techniques de massage, mais ça s'apprend, hein, sachez, ça existe. Ou alors, autre intention, vous faites un massage excitatoire. Et de nouveau, il y a des techniques pour faire un massage du sexe excitant. Ça existe, ça peut prendre, il peut y avoir 3/4 d'heure, 1 heure, rien que sur le massage du sexe, homme ou femme. Bon, voilà, ça existe, hein, il y a des formations où il y a des vidéos là-dessus. Et vous pouvez vous amuser à explorer ça, ça peut être sympa, ça change un peu. Et c'est technique en fait, hein, il n'y a pas d'émotionnel. On est vraiment dans des explorations purement sensorielles. On n'est pas dans... il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est sans jugement, c'est juste une exploration. Après, je ne vous propose pas forcément de faire l'amour derrière. Hein. C'est plutôt des explorations qu'un truc pour aller vers quelque chose. Ça n'aboutit pas à quelque chose forcément. Hein. J'ai bientôt fini, ouais. Je vais terminer parce que j'en ai tellement des exercices à vous proposer, c'est incroyable. Hein. Alors, la méditation orgasmique, alors je ne vais pas trop développer parce que vous l'avez, ça s'appelle l'OM, Orgasmic Meditation. C'est une méditation qui a été inventée il y a quelques années. C'était aux États-Unis, ça avait pris un essor pas possible. L'idée, l'intention, c'est que les femmes, plus elles ont du plaisir sexuel, et plus elles donnent avec leur cœur, et plus elles contribuent à l'homme, et ça devient une réciprocité. Enfin voilà, ce n'est que du meilleur. Donc il faut augmenter le plaisir chez la femme. Mais les hommes ne savent pas toujours bien s'y prendre. Voilà. Donc l'idée, c'est d'apprendre à toucher le clitoris de la femme, sans émotionnel, simplement techniquement, et dépouiller d'émotions. Et c'est pas une masturbation, c'est pas une pénétration. Mais je vous ai marqué, il y a une technique. Hein. Alors d'abord, on n'y va pas comme ça, on touche d'abord les cuisses, voilà, on prend contact avec la femme. Mais vous regarderez, pour ceux qui sont intéressés, il y a le protocole Orgasmic Meditation, il y a un protocole qui existe. Après, vous apprenez à voir comment est le clitoris, c'est quoi cet organe. Il faut toucher à 1h15, donc il y a un point à toucher, mais à toucher délicatement. Et la femme guide plus fermement, moins fermement. Alors vous touchez avec comme une surface de 1 à 2 mm, comme sur les ailes d'un papillon. Hein, donc vous n'y allez pas. L'idée, c'est pas de masturber, hein, c'est vraiment de faire une exploration du clitoris. Hein, toucher. Et elle guide. Elle dit plus vite, moins vite, plus lent, à droite, à gauche, en bas, nanana. Bon, voilà, elle me guide, et c'est que technique. Voilà. Donc c'est intéressant dans la relation, parce que ça permet de mieux se connaître sur soi en tant que femme. Il n'y a pas de réciprocité, hein, il n'y a pas la même chose pour l'homme, c'est que pour la femme. Je vous dis, ça a été conçu comme ça. Et après, vous débriefez. Il y a un temps de parole où l'homme dit ce que ça lui a fait de faire ça, et la femme exprime aussi son ressenti. Mais c'est vraiment purement technique, vous avez compris, c'est pas quelque chose où on met de l'émotionnel. C'est un protocole à suivre. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Ça c'est aussi un autre travail pour débloquer, un autre exercice pour débloquer les problématiques sexuelles. Donc vous vous positionnez en ciseaux. En ciseaux, c'est un qui rentre dans l'autre, comme ça. Voilà. Et il faut que les deux sexes soient en contact, hein, tout simplement. Et chacun en même temps, hein, il n'y a pas de dialogue. Hein. Vous devez nommer à voix haute ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous vivez comme émotion.
Donc par exemple, je te regarde et ça me fait du bien. Tout ce qui vous traverse, vous le livrez à voix haute. Ça me gratte au niveau du pied. Ah, je sens que c'est chaud dans mon sexe. Ah, je sens que j'ai du désir dans mon ventre. Ah, je suis en train de penser à mon frigidaire. Ah, je sais pas quoi. Enfin, tout ce qui vous traverse, que ce soit positif, négatif, il n'y a pas de commentaire à faire. Vous livrez à voix haute tout ce qui vous traverse et l'autre, le partenaire, le fait en même temps que vous. C'est-à-dire, vous, de nouveau dans cet exercice, vous ne cessez pas de parler à voix haute, sauf que vous ne faites pas un dialogue. Chacun parle pour lui ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qui lui traverse comme sensation, émotion et pensée. Et le livre à voix haute. Mais comme il n'y a pas de dialogue, personne ne se répond en fait. Voilà. Pourquoi c'est intéressant cet exercice? Pourquoi ça débloque la sexualité? Parce que bien souvent, il y a des interprétations. Ah, tu es en train de penser que tu es en train de m'évaluer ou tu es en train de me trouver que j'ai des grosses fesses. Ah, alors que l'autre, il est en train de se dire bon, ça me gratte ici, c'est un peu froid là. Vous allez vous rendre compte que l'autre, il n'est pas du tout dans le même trip que vous et que ça n'a rien à voir avec votre voyage, quoi. Donc, c'est des exercices extrêmement intéressants. Puis, en même temps, ça donne des infos sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Par exemple, il y en a un qui commence à dire « Ah, je sens qu'il y a de la chaleur dans mon sexe, ou il y a de l'énergie qui circule. » Puis, quand vous entendez ça, ça vous... « Ah, oui, moi aussi. » Voilà. Ou pas. Ou, au contraire, ça me gratte le pied, ou j'ai froid, ou je vois voir. Enfin, voilà. Donc c'est intéressant et souvent ça débloque quand il y a des blocages sexuels ou des interprétations. Il doit être en train de se penser que, il doit se dire que j'ai peur de lui, bon bref, il n'a pas envie de moi, il a envie de moi. Alors tout ça part, toute la partie émotionnelle s'en va dans ce type d'exercice. Donc c'est extrêmement intéressant pour débloquer. Voilà. Un autre exercice, puisque j'y pense, parce que je le pratique aussi, c'est un autre exercice pour débloquer la sexualité. Quand vous êtes bloqué dans la sexualité, vous démarrez, commencez à faire l'amour, que ce soit préliminaire ou pénétration, peu importe, et vous commencez à être que dans la gratitude. C'est-à-dire vous ne dites à l'autre, chacun parle en même temps et dit que ce qu'il aime, en fait, que ce qui lui plaît. J'aime bien que tu me regardes comme ça, ou j'aime bien sentir ta peau douce, ou j'adore cette caresse. Vous ne dites que le positif, d'accord? Et souvent ça débloque. Parce qu'en général, la tendance, ça peut être de pointer il n'a pas envie de moi, il ne me touche pas comme j'aime, il doit penser ça. Et alors là, ça part en live. Après, ça s'alimente, ça devient une montagne. Donc là, vous ne dites que ce qui va bien, et du coup, ça fluidifie souvent, ça ramène de la fluidité. Voilà. Voilà notre exercice. Et puis, au final, un des exercices de conclusion qui sont amusants, que j'ai déjà fait, vous avez peut-être fait aussi. Chacun dans son coin s'écrit une lettre d'amour, ou se compose une chanson, voilà, ou s'écrit un poème. Et l'idée, c'est dans tous ces exercices, c'est souvent de faire circuler les marques d'attention selon les canaux. Et vous reprenez les 5 langages de l'amour. Parce que c'est intéressant aussi de voir qu'on n'a pas les mêmes canaux pour se faire plaisir, pour faire plaisir à l'autre. Ça peut être les cadeaux, les paroles valorisantes, des moments de qualité, les services rendus, du toucher. Donc là, j'ai donné des exercices sur le toucher, sur des compliments, les exercices de gratitude. Vous pouvez faire des petits cadeaux, chacun s'écrit une lettre d'amour, c'est des petits cadeaux. Pardon, donc c'est travailler sur le précieux. Chacun s'écrit une lettre d'amour, je m'écris ma lettre. Non, je t'écris. Alors tu peux le faire aussi, ça peut être marrant. Vous pouvez inventer des exercices, décliner des variantes. T'écris une lettre d'amour à ton amoureux. Non, je t'écris une lettre d'amour, tu m'écris une lettre d'amour, oui. Mais tu peux le faire aussi, c'est rigolo de faire ça. Je m'écris une lettre d'amour, tu t'écris une lettre d'amour, nous partageons nos lettres d'amour pour nous. Oui. Et après, on s'écrit chacun, tu fais temps 1, temps 2, tu vois. Mais vous pouvez inventer, à partir de... Vous pouvez décliner, ça peut être hyper drôle. Votre phrase, elle m'a fait penser à ça. Ouais, mais on peut faire ça, faire ça aussi. Et d'ailleurs, ça c'est des exercices, je m'écris une lettre d'amour, il y en a plein qui le font, c'est vraiment une très bonne idée, parce qu'avant de partir dans la relation, il vaut mieux s'aimer quand même. Donc c'est une bonne idée. Voilà, donc pareil, vous faites des cadeaux à vous-même, si vous êtes en mode solo, je me fais des cadeaux, je me fais des paroles valorisantes, je me rends des moments, je m'occasionne des moments de qualité, je me rends service à moi-même. Et je touche, ou je me fais masser, voilà. Vous pouvez le faire aussi en mode solo, mais là c'était dans la relation. Et
Et on n'a pas les mêmes canaux, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont préférer les services rendus, d'autres qui préfèrent le toucher, c'est important d'être touché, la tendresse, être pris dans les bras, il y en a pour qui c'est essentiel et d'autres moins. Donc dans les exercices, c'est important aussi de prendre en considération un peu les canaux de l'autre et d'aller dans le sens de l'univers de l'autre, pour se rapprocher de l'autre en fait, hein, et faire plaisir à chacun. Voilà. Bon, voilà hein, ce que je voulais vous présenter. Il y a plein d'exercices, il y avait une floraison d'exercices pour vous amuser et pour vous rencontrer différemment, hein, en tout cas pour faire évoluer votre relation, faire aussi des temps de régulation. J'espère que ça vous a intéressé. Je ne sais pas quelle heure il est avec tout ça. J'ai parlé combien de temps moi, parce que quand je me... Il est bien plus 8 heures. Mais j'ai commencé en retard quand même. Hein. Non? Oui, ça fait un moment que je parle moi. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions ou, ça vous a plu ces types d'exercices? Oui, beaucoup. Oui, très intéressant. C'est sympa. Puis faut avoir l'idée de les explorer après. Voilà. Donc faites des expérimentations, puis vous verrez bien ce que ça donne. Mais surtout n'oubliez pas que c'est en réciprocité et apprenez à. Hein, il y a des temps de débrief et des temps où on ne débriefe pas. On est dans le non-verbal, on ne parle pas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Et puis, je vous retrouve en septembre. C'est en général le jeudi de chaque mois à 18h. J'ai récupéré ces créneaux-là. Moi, ce sera sur YouTube. Voilà. Sinon, vous me trouvez aussi sur YouTube. Vous le mettrez sur YouTube, ça? Oui, je mets toutes mes conférences, elles sont sur YouTube. C'est comme ça que je vous ai... Oui, en général, voilà. Après je les reporte sur YouTube. Il y avait quelqu'un qui habite à Montpellier. Et oui, mais si vous pouvez venir, c'est bien aussi. Si vous pouvez faire venir vos amis, tout ça, c'est Vous sympa. avez écrit en vous demandant si c'était un Castelnau.